Bonjour. Bonjour. Mais alors posez-les pour tout le monde. Que tout le monde en profite. Alors avant qu'on redémarre sur la biologie cellulaire, il y a un collègue géologue qui m'a fait remarquer, et il a raison, j'ai vérifié, je me suis trompée. Sur le climat, ça peut pas être l'altération de la chaîne hercynienne. On a beau être à l'ordovicien à la fin, il a raison, elle n'est pas encore suffisamment formée, c'est l'érosion de la chaîne cadomienne. Donc si vous pouvez corriger dans le court climat, barrer érosion de la chaîne hercynienne pour l'ordovicien et mettre la chaîne cadomienne. Il y a un petit décalage qui ne fonctionne pas. Alors, la chaîne cadomienne, pour le moment, vous ne savez pas ce que c'est, mais on va découvrir ça sur la carte de France. Donc c'est bien l'érosion d'une chaîne de montagne, mais c'est pas la bonne. Donc c'est une chaîne de montagne qui, pour chez nous, hein, occupe le nord de la Bretagne. Mais en fait, elle occupe aussi le Royaume-Uni. Nous, on n'en a qu'une toute petite portion, mais c'est la grosse chaîne de montagne qui est là au début du primaire. Et donc effectivement, sa période d'apogée correspond à l'ordovicien. Et donc la chaîne hercynienne, elle apparaît un cran plus tard. Donc effectivement, il a raison, il y a une incompatibilité. Donc, allez-y sur les questions, tu en avais. Donc, potentiel de repos, c'est la DDP d'une cellule quand elle n'a pas reçu de stimulus. Donc, ça s'appelle potentiel de repos, mais si vous voulez le transformer en différence de potentiel en DDP de repos, hein, ça marche très bien. Par contre, le potentiel d'équilibre d'un ion, comme son nom l'indique, il ne concerne qu'un ion. Donc, c'est à quel DDP cet ion-là va arrêter de traverser la membrane. Donc, les potentiels d'équilibre concernent un ion particulier. Vous devez toujours dire potentiel d'équilibre de l'ion machin. Tandis que potentiel de repos, c'est le potentiel de repos de telle cellule. Et tu en avais une autre. Ah oui, on avait celle-là. Pourquoi est-ce que sur le schéma que l'on avait fait pour savoir euh, quand on s'intéresse, quand on a un potentiel donné, est-ce que pour ce potentiel-là, les ions sortent ou les ions rentrent? Donc, ce qui va nous permettre de savoir dans quel sens se passe l'ion, on écrit la loi d'Ohm, U égale RI. Vous savez que nous, on préfère utiliser la conductance plutôt que la résistance, mais c'est la même chose. Et donc, ce qui va faire le courant, c'est la conductance pour cet ion, hein. En gros, quelle est la perméabilité de la membrane à cet ion. Et puis, il faut qu'il y ait un moteur. Le moteur, c'est la différence entre l'ADDP du moment et le potentiel d'équilibre de l'ion. Et donc, selon que le potentiel d'équilibre de l'ion est au-dessus ou en dessous de la DDP à laquelle vous vous situez actuellement, c'est positif ou négatif, et donc ça rentre ou ça sort. Et donc, c'est pour ça que graphiquement, ce qui va nous permettre de savoir si ça rentre ou ça sort, c'est est-ce que le potentiel d'équilibre est en dessous de la DDP du moment ou est-ce qu'il est au-dessus de la DDP du moment.
Et donc, bien sûr, on voit sur cette équation que plus la perméabilité est forte et plus le courant va être marqué. Et du coup, le savant entre ça sort, c'est dans la cellule. Voilà, c'est lui, bien sûr. C'est qu'on a une question par rapport à ça. C'est là, on fait avec les cations et ensuite qui rentrent pour dépolariser, mais est-ce que si c'était des anneaux qui sortaient, ça ferait pas la même chose? Tout à fait, tout à fait. Là, on a simplifié. Donc, effectivement, que vous fassiez sortir un cation ou vous fassiez entrer un anion, c'est exactement la même chose. Mais dans le fonctionnement de base du neurone, il n'y a pas de canal chlore, sauf aux extrémités des dendrites de certains neurones. Donc, pour le moment, nous avons négligé, mais on va réintroduire le chlore au moment où on fera communiquer des neurones entre eux. Pour ça, sinon, on avait dit que l'hormone, ça donne un seul message. Mais par contre, quand il y a, par exemple, quand on a fait pour l'adrénaline, bah, elle peut avoir trois messages différents selon le récepteur. En fait, l'adrénaline a un seul message, qui est de préparer l'organisme à la course ou à la fuite, mais qui est interprété du coup par les différents tissus de manière différente. Mais l'adrénaline ne contrôle que ça. En gros, préparer l'organisme à la fuite. Elle va pas, c'est pas comme chez une plante où tu as l'auxine qui met en place les feuilles, mais par ailleurs la structure du végétal, puis la ramification des racines, la mycorhisation, tu as des fonctions qui n'ont rien à voir. Les hormones animales, ils arrivent qu'elles aient des effets différents sur plusieurs tissus, mais globalement, tu restes dans la même fonction. C'est rare qu'elles aient deux fonctions complètement séparées. Alors ça va exister, à condition que ce soit dans deux endroits différents. Par exemple, nous avons des petites hormones locales digestives ici, qui permettent au pancréas d'interagir avec le début de l'intestin grêle, qu'on retrouve dans le cerveau en tant que neuromodulateur. Mais entre les deux, vous avez la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire que les peptides du cerveau ne peuvent pas aller dans l'intestin, les peptides de l'intestin ne passeront jamais dans le cerveau. Et donc, on a réutilisation. Et donc là, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a deux hormones. L'hormone a deux fonctions complètement différentes, mais parce qu'elle est dans deux zones complètement séparées. Et donc, il y a réutilisation dans ces cas-là. Donc, c'est une petite exception à la règle. Un potentiel d'action aussi, c'est quoi qui bouge? Enfin, c'est des électrons qui dépassent ton. Non, c'est des ions. Un potentiel d'action, c'est des ions qui traversent la membrane, donc qui rentrent dans la phase de dépolarisation et qui sortent dans la phase de repolarisation, puisqu'on est toujours sur des cations. Donc c'est toujours un courant porté par des cations. Ce serait l'inverse, c'est-à-dire que les Exactement. cations qui sont au-dessus de la densité, ils entrent, et du coup, les anneaux, ils sortent. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on n'a que du chlore. On on n'a que du chlore. Et nous, tout ce qu'on va voir dans les fonctions physiologiques, c'est des ions chlore qui rentrent et qui font une hyperpolarisation. Ça existe beaucoup dans la communication entre les neurones. C'est ce qui fait notamment que vous ne faites pas de crise d'épilepsie. Parce que le chlore a un effet inhibiteur et donc il va ralentir l'activité des neurones. Et c'est des neurones extrêmement importants. Donc on en parlera dans le traitement de l'information. C'est fondamental dans le traitement de l'information, mais dans le fonctionnement de base du neurone, le chlore n'intervient pas. Et dans le potentiel de repos, le chlore n'intervient pas. Donc c'est pour ça que pour le moment, nous négligeons complètement le chlore. D'autres questions? Non? Alors moi, faut qu'on rajoute une petite expérience. Peut-être vous y avez pensé vous-même, j'espère, mais peut-être pas. On a une façon très simple ici de prouver que ce sont bien des ions sodium et des ions potassium, même si on ne dispose pas de tétrodotoxine ou si on ne dispose pas de TEA. Bah, c'est très simple. Une fois que vous avez enregistré cette valeur-là, eh bien, on se remet au potentiel d'équilibre des ions sodium et donc forcément, ça ne bougera plus. Pour les ions potassium, on peut le faire, mais alors c'est beaucoup plus subtil parce qu'il faut déclencher. Donc, il faut commencer par aller à 0 millivolts pour déclencher, puis tout de suite se mettre au potentiel d'équilibre des ions potassium pour faire disparaître le courant. Donc, chaque fois que vous voulez savoir le canal que j'enregistre, est-ce qu'il est traversé par tel ion ou tel ion, l'astuce, c'est de tout de suite se mettre au potentiel d'équilibre de l'ion en question. Par définition, on est au potentiel d'équilibre de cet ion. Donc, s'il n'y a que lui qui passe à travers le canal, ben, il ne passera pas, par définition, à son potentiel d'équilibre. Donc, quand vous avez un canal qui n'est traversé que par un ion, c'est la méthode classique en patch clamp pour savoir de quel ion il s'agit. Et ça ne marche pas avec le canal, le récepteur canal à l'acétylcholine. Parce que lui, on va chercher le potentiel auquel les ions ne traversent plus. Donc, ça s'appelle le potentiel d'inversion. Parce qu'avant, on a un courant entrant. Le potentiel d'inversion, on n'a pas de courant. Et après, on a un courant qui est sortant. Donc, on inverse le sens.
Et on regarde donc le potentiel auquel il n'y a plus d'ions qui traversent le canal en patch-clamp. Idéalement, ben, vous avez qu'un ion et c'est le potentiel d'équilibre de tel ou tel ion et vous avez résolu votre problème, ce qu'on fait avec les neurones. Mais sur le récepteur canal à l'acétylcholine, le potentiel d'inversion, il est à 0 millivolts, ce qui ne correspond au potentiel d'équilibre d'aucun ion. C'est clairement pas le sodium, hein, on aurait plus 50 millivolts. C'est clairement pas non plus le potassium. Alors dans la cellule musculaire, c'est moins 90 millivolts. Donc quand vous avez un potentiel d'inversion pour le canal qui ne correspond au potentiel d'équilibre d'aucun ion, c'est qu'il y en a plusieurs qui passent. Et donc c'est ça qui a permis de proposer qu'il y ait à la fois du sodium et du potassium qui puissent passer à travers ce canal, même si dans les conditions réelles, puisque dans les conditions réelles, on est au potentiel de repos, donc quasiment au potentiel d'équilibre des ions potassium, en vrai, il n'y aura que le sodium qui passe. Mais ce que montre l'électrophysiologie, c'est que ça pourrait très bien laisser passer du sodium. C'est parce qu'on est au potentiel d'équilibre des ions potassium qu'il n'y a que du sodium qui passe. C'est quoi le Le potentiel d'inversion, ça veut dire que tu travailles en électrophysiologie et tu cherches pour quelle valeur tu n'enregistres plus du tout de courant. Et donc, ce qu'on aime, hein, ce qu'on adore, c'est un canal spécifique. Et donc, que le courant disparaisse pour un potentiel qui soit juste le potentiel d'équilibre d'un des ions que tu connais, donc potassium, sodium, calcium, chlore, pourquoi pas. Et quand c'est pas ça, bah, c'est que le canal n'est pas spécifique. Il laisse forcément passer plusieurs ions. Et donc, si on a le potentiel d'équilibre d'un ion, il n'y aura que lui qui passera. Il n'y aura que lui qui passe. Et donc, c'est ce qui va se passer ici, hein, quand on enregistre le canal sodique du potentiel d'action. Là, c'est formidable. On a disparition du courant exactement pour la valeur du potentiel d'équilibre des ions sodium. Donc, on est sûr, c'est un canal spécifique qui ne laisse passer que le sodium. Donc, un canal peut être spécifique ou il peut ne pas l'être. On est allé un peu plus loin. On en était. Ouais. Pas dans celle qui est écrite, parce qu'on est à 0 millivolts, mais si on la refait à plus 50 millivolts, on n'enregistre rien, absolument rien. Non, non, à 0 millivolts, hein, si on se met à 0 millivolts, on enregistre un courant sodique entrant. Maintenant, tu refais la même expérience à 50 millivolts, tu n'enregistres rien. Et plus tu vas te rapprocher, donc tu vas faire 10 à 10 millivolts, à 20 millivolts, à 40 millivolts, à 50 millivolts. On fait disparaître progressivement le courant au fur et à mesure le fait de se rapprocher du potentiel d'équilibre et donc tu diminues le moteur. La perméabilité est toujours là, mais on diminue le moteur et donc finalement on finit par ne plus enregistrer de courant du tout. Je pensais que le potentiel d'équilibre, c'était là où il n'y avait plus de passage parce que ça compensait. Oui, c'est ça. Mais du coup, pourquoi il serait le seul à passer petit à petit? Non, c'est si le canal ne laisse passer qu'un ion, alors tu pourras supprimer le courant porté par cet ion quand tu vas te mettre au potentiel d'équilibre puisque tu n'as plus de moteur. Mais si le canal laisse passer plusieurs ions, eh bien le potentiel d'inversion, c'est-à-dire quand tu n'enregistres plus de courant, bah, ce ne sera pas le potentiel d'équilibre d'un ion. Ce sera la moyenne pondérée de plusieurs potentiels d'équilibre. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez attention. La différence entre l'électrophysiologie, où on va tester vraiment quelle est la perméabilité, et en vrai. En vrai, bah, il faut réappliquer ça quand je me situe dans la vraie situation, même si j'ai un canal qui n'est pas spécifique. Peut-être qu'il y aura quand même en vrai un seul ion qui passe. C'est ce qui passe. C'est le cas du récepteur canal à l'acétylcholine. Il n'y a que le sodium qui passe dans la réalité à travers ce canal. Pas du tout parce qu'il est spécifique, mais parce que on est au potentiel de repos. Et donc, comme on est au potentiel de repos, on est quasiment au potentiel d'équilibre des ions potassium. Les ions potassium peuvent passer, en théorie, à travers ce canal, mais en vrai, ils ne passent pas parce qu'il n'y a pas de moteur pour eux. Hein. Donc, une fois que vous avez un exercice avec l'électrophysiologie, replacez-vous bien dans la situation réelle. Dans la situation réelle, quelle est la valeur de la DDP réellement pour comprendre comment fonctionne le canal? Donc, nous, on était resté là-dessus, on était resté sur la structure. Et pour le moment, on avait évoqué surtout euh, le moteur du changement de conformation. On avait montré que le canal sodique,
c'est une immense protéine à structure tertiaire. Le canal potassique a la même structure, si ce n'est que les boucles intracellulaires sont coupées, et donc on a le même, en gros, en structure quaternaire. On avait repéré aussi quelque chose d'assez surprenant, c'est que le pore n'est pas constitué par les silices alpha, mais par la connexion là qui est mal dessinée entre l'hélice 5 et l'hélice 6. Ici, elle est mal dessinée parce que si elle n'est pas à l'intérieur de la membrane, on ne voit pas comment ça va faire un pore. En fait, elle s'insère, elle revient à l'intérieur ici pour faire un pore. Et puis, il nous manquait encore quelque chose qui est l'inactivation. On sait qu'un canal sodique, ça s'inactive, c'est-à-dire après avoir été ouvert, ça ne se réouvre pas immédiatement. Un canal potassique, par contre, peut se réouvrir immédiatement tant que le stimulus est là. Donc ça, il faut qu'on l'explique aussi par la structure. Donc on regarde en détail les structures. On repère que l'extrémité C-terminale du canal sodique est assez longue quand celles des canaux potassiques sont assez courts. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que la prédiction de forme dit que l'extrémité C-terminale du canal sodique, et lui seul, a tendance à se replier sur lui-même. Alors ça fait ni des feuillets bêta ni des silices alpha, ça fait un amas. Et donc familièrement, les électrophysiologistes ont appelé ça la boule. Donc la partie qui se ramasse sur elle-même, ils ont appelé ça une boule. Et ce qui connecte à la dernière hélice alpha, ils ont appelé ça une chaîne. Et donc maintenant, c'est devenu le modèle boule-chaîne. Et on a bien quelque chose qui pourrait être similaire à une chaîne dans le canal potassique, mais il n'y a pas de boule. Donc évidemment, cette différence, hein, ça a intrigué. Et on s'est dit, bah, est-ce qu'on pourrait relier la capacité du canal sodique à s'inactiver à cette différence structurale qui est que lui seul a une boule à l'extrémité C-terminale. Donc j'ai mis dessous pour information la structure du canal cardiaque, parce que quand on va aller travailler sur le cœur, en fait, on va quasiment transposer le modèle du canal sodique et donc qu'on trouve dans les neurones, les cellules squelettiques et le modèle du potentiel d'action que l'on trouve dans le cœur. Donc on ne redémontrera pas parce que vous voyez tout de suite la similarité de structure. En gros, c'est quasiment la même chose, hein, même organisation, même système boule chaîne. Donc on ne refera pas la relation structure-fonction. Alors pour ça, il va falloir qu'on introduise une notion qu'on appelle la période réfractaire. J'ai perdu. Là. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une période réfractaire? Ça, c'est découvert depuis longtemps, hein, depuis l'axone géant de Kalmar. Donc, on enregistre l'ADDP au cours du temps. On commence par appliquer une stimulation. Alors, toutes les stimulations que je vais citer sont toujours au-dessus du seuil, elles sont toujours supraliminaires. Et donc, vous savez, hein, dès qu'on est au-dessus du seuil, on a une dépolarisation. Quand on atteint le seuil, on a un potentiel d'action tout à fait stéréotypé et en amplitude et en durée. Donc ça, vous connaissez bien. Mais maintenant, ce que va faire l'expérimentateur, c'est qu'il va, au lieu de faire une deuxième stimulation bien espacée qui va redonner exactement la même chose, il va rapprocher les stimulations. Et donc, quand on rapproche les stimulations, il se passe plusieurs choses. Ici, il va se passer rien du tout. Ça ne fait rien. Ici, il se passera encore rien du tout. Donc, si on rapproche les stimulations, il y a des stimulations qui ne font rien. Donc, c'est ça qu'on va appeler une période réfractaire. Le neurone, il est réfractaire au stimulus, il ne répond pas du tout au stimulus. Et puis, quand on fait une stimulation qui est un petit peu plus éloignée, alors il faut qu'elle soit forte, hein. Il ne faut pas qu'on soit juste au-dessus du seuil, sinon il ne se passera rien. On fait une stimulation très forte, donc c'est pour ça qu'on va atteindre très vite les 50 millivolts. Mais on a quelque chose de bizarre qui ne devrait pas normalement se produire. On a un potentiel d'action petit. Normalement, hein, un potentiel d'action, ça ne change pas ni en amplitude ni en durée. Et donc là, on va dire que le neurone, on ne peut pas dire qu'il est complètement réfractaire. Il a répondu au stimulus, mais il y a répondu de façon anormale. Donc on va dire qu'on est en période réfractaire, mais relative, puisqu'il a répondu quand même, alors qu'avant, on est en période réfractaire absolue, puisqu'il ne répond pas du tout.
Et donc ça, c'est ce qui fait que les potentiels d'action ne peuvent pas être plus rapprochés dans le temps. Tant que la période absolue n'est pas finie, quelle que soit l'intensité de la stimulation, hein, on fait même des choses pas très physiologiques, au-delà de ce qui se produit naturellement, on ne peut pas reproduire un deuxième potentiel d'action. Donc il n'y aura jamais des potentiels d'action qui soient rapprochés davantage que la période absolue. Et puis pendant la période relative, on peut obtenir quelque chose, mais c'est pas normal, hein. Là, il faut vraiment faire des stimulations euh, qui sont non physiologiques, hein. Vraiment, on injecte des quantités de courant qui n'ont rien à voir avec celles qui se produisent naturellement. C'est pour comprendre ce qui se passe. L'expérimentateur fait très souvent des choses qui ne sont pas représentatives de ce qui se passe réellement pour comprendre comment ça se passe. Donc là, clairement, c'est pas quelque chose qui va arriver dans la vie de la cellule. C'est que l'expérimentateur veut comprendre ce qui se passe, donc il envoie un courant extrêmement intense pour obtenir quelque chose. Donc ce qu'on veut comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que le potentiel d'action qui normalement est parfaitement stéréotypé en amplitude, là, est modifié. Oui, la durée par contre, elle va pas tellement changer, c'est l'amplitude qui est très affectée. Mmh. Oui, elles font rien du tout. Tant qu'on est en période absolue, alors vous pouvez injecter des courants très, très intenses, hein, même à la limite de la lésion de la cellule, et il se passe rien. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est absolue. Le neurone est totalement réfractaire à l'application d'un stimulus. Et ensuite, il faut appliquer des stimulations extrêmement fortes quand même. Et c'est seulement quand la période réfractaire est finie qu'on va pouvoir, avec un stimulus normal, physiologique, biologique, réobtenir un potentiel d'action tout à fait normal lui aussi. Donc, dans la situation normale, ce sera la fréquence maximum des potentiels d'action. Parce qu'on n'aura jamais ces courants hyper intenses que l'expérimentateur a envoyés. Mais la relative, c'est dû à une stimulation aussi ou c'est... On fait des stimulations et on constate le neurone ne répond pas. On va appeler ça une période réfractaire absolue. Le neurone répond, mais bizarrement, on va appeler ça période réfractaire relative. Il répond normalement, ben on n'est plus en période réfractaire. Et donc, ce qu'on veut comprendre, c'est concrètement qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui fait que le neurone ne répond pas, ou répond de façon bizarre, ou peut maintenant répondre de façon parfaitement normale? Donc, ben, vous vous doutez que notre cible, ça va être les canaux sodiques. Les canaux sodiques sont les seuls, après s'être ouverts une fois, à être dans un état particulier qui fait qu'ils ne peuvent pas se réouvrir. Les canaux potassiques, tant que le stimulus est là, ils se réouvrent, hein. Ils s'ouvrent et ils se ferment parce que c'est statistique, mais eux, ils répondent tout le temps. Donc, puisque les canaux répondent tout le temps, les canaux sodiques, potassiques répondent tout le temps, a priori, c'est pas des bonnes cibles pour la période réfractaire. Les canaux sodiques qui ne peuvent plus répondre après avoir répondu une première fois, évidemment, c'est notre cible de choix. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que on est en période réfractaire relative? Donc, on sait que pendant cette période-là, une partie de ce qui fait la repolarisation, c'est l'inactivation des canaux sodiques. L'inactivation, c'est en tout ou rien, c'est-à-dire un canal, à un moment donné, si on enregistre le courant sodique, un canal, lui, il est soit ouvert, soit fermé, il n'y a pas de degré de... euh, dans l'inverse, ce serait mieux. Le café n'était pas assez fort. Soit fermé, soit ouvert. Ça va être mieux dans ce sens-là. Donc, pas de degré d'ouverture, mais pas de degré d'inactivation non plus. Un canal, il est inactivé ou il ne l'est pas. Donc, inactivé, tant qu'il est inactivé, bah, il ne se passe rien. Il n'y a pas de possibilité de le réouvrir. Maintenant, on va couper, on va supposer qu'on attend suffisamment longtemps, qu'on continue à fournir le stimulus. Eh bien, il va pouvoir recommencer. Donc, ça veut dire qu'il est passé de l'état inactivé à l'état fermé. Mais pour un canal, c'est toujours tout ou rien. Soit il est fermé, soit il est ouvert, soit il est inactivé. Donc si on ne réfléchit pas en termes de population de canaux, et si on imagine qu'il n'y a que ça, bah, on devrait avoir l'état normal, l'état ouvert où le courant passe, puis ensuite quand il est inactivé, bah, et on ne devrait jamais pouvoir
le faire se réouvrir, donc on devrait être en période réfractaire absolue, puis revenir en 100% normal. Donc on n'a pas expliqué la relative. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas imaginer que tous les canaux, en même temps, fonctionnent de la même manière. Ah ben non, inactivé, un canal inactivé, ça veut dire que bien que le stimulus soit toujours là, il ne se réouvre pas. S'il n'y avait pas d'inactivation, ce que ferait ce canal, c'est que puisque le stimulus est toujours là, eh bien, il se réouvrirait, il se refermerait, il se réouvrirait. Ce que fait le potassique et ce que ne fait jamais le sodique. Ben, c'est justement ce qu'on est en train de chercher. On est en train de chercher. On va essayer d'expliquer comment. Parce que pour le moment, c'est juste un constat. Un électrophysiologiste, il nous dit, ben, je continue à stimuler, le canal s'ouvre pas. Et nous, bien sûr, on aimerait une relation structure-fonction. Et on ne comprend pas pourquoi il y a une différence là. Hein. Il va falloir qu'on construise un modèle dans lequel l'état fermé et l'état inactivé sont deux choses différentes. Mais restons, avant de foncer sur le canal, restons quand même à l'échelle cellulaire pour comprendre la période réfractaire relative. La période réfractaire relative, c'est qu'il n'y a pas un canal, il y en a 300. Et on a vu quand on enregistre un canal, même si j'enregistre le même plusieurs fois de suite, ben, c'est pas toujours pareil. La durée d'ouverture, le petit délai ici, il y a des variations. Donc ça veut dire que sur cette population de canaux, au début c'est la période réfractaire absolue, donc tous sont en état inactivé, absolument tous. Mais c'est un état instable. Et donc ce qui va se passer au fur et à mesure du temps, c'est que le pourcentage de canaux inactivés, on va le mettre à côté parce que va diminuer. Au début, on a 100% de canaux inactivés, donc forcément, on est en période réfractaire absolue. À la fin, on en a 0%, donc tous sont repassés à l'état fermé. Et puis, entre-temps, ben, on en a certains qui passent de l'état inactivé à l'état fermé. C'est cela qu'on va pouvoir restimuler pour faire un nouveau potentiel d'action. Et plus le temps passe, et plus il y en a qui repassent à l'état fermé. Donc, plus j'attends, plus je pourrais avoir de dépolarisation, parce que seuls les fermés peuvent se réouvrir. Et donc là, j'ai un potentiel d'action anormal parce qu'un certain nombre de canaux sont encore à l'état inactivé au moment où on fournit le stimulus. Donc, on ne peut pas tous les réouvrir. On ne peut réouvrir que ceux qui ne sont pas inactivés. Parce que ici, pour arriver à réobtenir l'ouverture, on va pouvoir ouvrir que ceux qui sont fermés. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un courant local relativement restreint. Sinon, on a un courant local qui est beaucoup plus fort et qui amplifie les choses. Donc la période relative, c'est juste qu'on n'est pas sur un canal, on est sur une population de canaux et c'est un fonctionnement statistique, c'est tout. Mm. Si après il y a un médecin, il va devoir. Ben oui, exactement. Après chacun, on est décalé. Après chaque potentiel d'action, vous avez le même système de période réfractaire relative absolue qui se décale systématiquement. Donc ça, c'est à l'échelle de la cellule. Là. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est passer à l'échelle du canal, essayer de comprendre comment cette propriété de cellule s'explique par les propriétés du canal. La période réfractaire relative. Est-ce que c'est en fait le fait que les canaux solides soient ont une période différente? Parce qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas, ça permet de. Non, c'est que chaque canal s'ouvre pendant un certain temps, hein, c'est variable, puis passe à l'état inactivé. Ses voisins, c'est indépendant. Vous pouvez modéliser chaque canal fonctionne indépendamment de ses voisins. C'est juste que après l'état ouvert, il passe systématiquement en état inactivé. Et puis après, là aussi, la durée de l'inactivation est variable d'un canal à l'autre. On va voir que c'est l'agitation moléculaire et qui fait qu'il va repasser à l'état fermé. Et l'état inactivé, il arrive tout en même temps? Alors, quand ils sont ouverts, on a vu par l'électrophysiologie, ils passent tous systématiquement par l'état inactivé. La durée de l'inactivation, par contre, elle est variable sur chaque enregistrement. Bah, c'est bizarre, on a un potentiel d'action qui est trop court, ça, normalement, un neurone ne fait jamais ça. On a un potentiel d'action abaissé.
Mais ça n'existera pas dans les conditions physiologiques réelles. On verra pourquoi. Il y a 5% des canaux qui sont inactivés. Comment on peut en avoir qui sont, certains qui sont dans la relative, Là, j'ai mis vraiment, on est au bout de la période absolue. Ah, et donc, quand on a stimulé ici, c'est rien passé parce que 100% sont inactivés. Là, le stimulus, il arrive un tout petit peu après. Donc, on a peut-être 10, 20% qui sont repassés à l'état fermé et qu'on va pouvoir réouvrir lors de l'application du stimulus. il peut y avoir un deuxième sans en même temps ou pas? Non, parce que comme ils sont tous ouverts, vous êtes au maximum. Donc, si vous rajoutez du courant là, bah, il se passe rien. Vous êtes déjà au maximum. Hein. Donc, on n'aura jamais cet effet-là à ce moment-là. Donc, descendons à l'échelle de la protéine, à l'échelle du canal, pour expliquer la période réfractaire. Donc, c'est une expérience très ingénieuse, toujours sur notre axiome géant de Kalmar, parce qu'il est géant et que c'est bien pratique. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une protéase, hein, puisque on a repéré qu'il y a un long segment C-terminal intracellulaire qu'on soupçonne faire quelque chose sur l'inactivation. Donc, il faut se mettre du côté intracellulaire pour voir si en coupant cette extrémité C-terminale, il se passe quelque chose. Alors, on ne peut pas prendre n'importe quelle protéase parce qu'il y en a qui vont couper toutes les connexions entre les hélices alpha et ça, on ne veut pas. On veut vraiment couper que la longue chaîne terminale. Alors, ils ont fini par en trouver une qu'on appelle la pronase, mais vous pouvez oublier son nom, qui est une protéase qui va couper l'extrémité C-terminale et en particulier, elle va couper la chaîne. Donc, elle va déconnecter la boule du canal. Et l'hypothèse des chercheurs, hein, pourquoi ils ont fait ça, c'est que eux, ils se disent que c'est la boule qui est responsable de l'inactivation. Donc, si on coupe la connexion entre la boule et la chaîne, la boule, elle va partir dans le cytoplasme et donc on va en être débarrassé. Donc, ils ont fait l'enregistrement. Donc, ici, on est en voltage clamp sur toute la cellule. On veut s'intéresser seulement au courant sodique. Donc, on a mis du tétraéthylammonium, hein, puisqu'on voit que leur courbe contrôle, c'est que le courant sodique et non pas le courant total. Donc, on a vérifié qu'on est bien sur le courant sodique. Mais ils rajoutent en plus la protéase. Donc, on voit que ça n'affecte pas du tout le courant entrant. L'entrée d'ion sodium n'est pas perturbée. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la disparition spontanée de ce courant sodium ne se fait plus. Donc, on a bien fait disparaître ce qui est à l'origine de la disparition normale du courant sodique et que nous avons appelé l'inactivation. Donc, effectivement, en détachant la boule du canal, on fait disparaître l'inactivation. Donc ça, c'est le meilleur argument en faveur du modèle boule-chaîne, surtout qu'ils ont fait l'expérience complémentaire. Ils ont dit, bah, si en détachant la boule, on fait perdre l'inactivation, est-ce qu'en remettant des boules, on ne pourrait pas avoir l'inactivation? Donc, ils ont récupéré les boules par digestion, alors à partir de très, très, très nombreux axones, pour en avoir une très forte quantité. Ils ont refait l'expérience avec la pronase, donc qui a coupé les boules des canaux qui étaient là, et ils ont injecté de très nombreuses boules en très forte concentration, donc des boules libres. Et si on en injecte suffisamment, eh ben on retrouve le tracé contrôle. Donc s'il y a suffisamment de boules pour qu'elles puissent par hasard rencontrer les canaux, on arrive à restaurer l'inactivation. Donc ça montre que la boule est nécessaire, puisqu'en enlevant on l'a pas, et suffisante, puisqu'en l'injectant on le retrouve, nécessaire et suffisante pour l'inactivation. Donc on n'a pas besoin d'autre chose pour faire un modèle d'inactivation. Ce qui va nous permettre de faire un modèle relativement simple. Sodique. Donc un état fermé, pas de problème, on enlève le pore est fermé. Donc ici on va mettre le côté extracellulaire, ici le côté intracellulaire. On ne s'embête pas dans ce modèle, on ne met pas la série des 6 hélices transmembranaires, etc. Puisque là, on veut juste le modèle d'inactivation, pas le modèle complet. Donc premier état, un état fermé. Donc quand le pore est bouché, hein, c'est le modèle habituel. Ensuite, comme d'habitude, un changement de conformation
qui va induire un état ouvert. Et donc l'entrée de sodium, puisqu'on est loin du potentiel d'équilibre des ions sodium. Et puis surtout, il ne faut pas qu'on dessine le troisième état, l'état inactivé, il ne faut pas qu'on le dessine comme l'état fermé, sinon c'est exactement la même chose. Et puis, ça ne prend pas en compte l'expérience qui montre que si on enlève la boule, on n'a plus cet état. Donc, il faut quelque chose qui fasse intervenir la boule, mais dans lequel le courant ne passe pas. C'est le principe de l'inactivation. Et donc, ils ont proposé un modèle très simple où la boule vient boucher le canal. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, vous n'avez pas de possibilité d'avoir du courant sodique puisque la boule vient boucher le pore. Et puis ensuite, pour repasser à l'état fermé, il faudrait que la boule se détache du pore et qu'on repasse à l'état fermé. Et donc ça vous explique le résultat. Si vous coupez la connexion boule-chaîne, bah, évidemment, la boule va partir dans le cytoplasme et donc bah, ça ne rencontrera jamais le canal. Et puis si vous en mettez beaucoup, même s'il n'y a plus la connexion, il y a des chances que la boule vienne contacter le pore et vienne boucher le pore. Oui. Alors on pense que c'est pas du tout un signal, on pense que c'est juste de l'agitation moléculaire et c'est ce qui fait la variabilité des enregistrements. Parce que par RMN, quand on suit des protéines, on voit que les protéines, elles bougent tout le temps. Elles ont ce qu'on appelle l'agitation brownienne. Alors, il y a des gens qui délirent là-dessus sur Internet. Oui, vous voyez, c'est la vie, machin. Non, non, c'est l'agitation moléculaire, hein, c'est rien d'autre. Et par agitation moléculaire, bah, la boule, elle bouge. Et donc, bah, de temps en temps, elle finira par rencontrer la base du pore. Et c'est pour ça que ça prend des temps variables, puisque c'est juste par agitation que ça se rencontre. Et on pense que l'état inactivé est un état bien moins stable que l'état fermé. Et donc là aussi, par agitation, ça finira par se détacher, puisqu'on n'est que sur des interactions faibles. Et on reviendra à l'état plus stable qui est l'état fermé. On voit comment on a déterminé si c'était fermé ou inactif, parce que le résultat, c'est pareil. Parce que quand on stimule à l'état inactivé, ça ne marche pas. Le canal ne se réouvre pas. Le canal potassique, il se réouvre. Et le canal sodique, non. Donc, vous ne pouvez pas considérer qu'il est à l'état fermé, puisque fermé plus un stimulus induit toujours une ouverture. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé d'imaginer un troisième état. Et donc, cet état inactivé, c'est celui qui est responsable de la période réfractaire à l'échelle cellulaire. Ce qui est un peu difficile dans ce cours, c'est qu'il faut tout le temps zoomer, dézoomer. Vous passez de l'échelle cellulaire à l'échelle moléculaire, puis de molécule à l'échelle cellulaire. Il faut pouvoir varier avec les, le niveau d'étude. Oui. Hier, et que l'état fermé, il a pas plus d'état fermé. Parce que à l'état ouvert, je vais vous montrer un modèle un peu plus précis que ça. En fait, la boule et l'ouverture du pore est extrêmement proche. Et donc, c'est ce qui va faire que le prochain état le plus probable soit l'état inactivé. Sur ce modèle simpliste, je vous l'accorde, c'est pas convaincant. C'est pour ça qu'on va passer sur un modèle un petit peu plus élaboré juste après. Ça, c'est inactif en fermé sans passer par l'ouverture, Oui, alors que enfin, c'est juste la boule et ça reste un projet. exactement. Oui. Quel lien avec la période réfractaire? La période réfractaire dit qu'il y a un certain temps après le potentiel d'action où vous ne pouvez pas réobtenir un deuxième potentiel d'action. Si on prend que ces deux états, dès que le canal est fermé, on met un stimulus, il se réouvre, s'il repassait directement à l'état fermé, eh bien, je n'aurais pas ce délai. Je pourrais, dès que le canal s'est refermé, stimuler et réobtenir immédiatement un potentiel d'action. Donc, à l'échelle de la cellule, je n'aurai pas de période réfractaire. Mais là, j'ai un troisième état où même si j'applique le stimulus, le canal ne répond pas. Et donc, c'est ça qui fait qu'à l'échelle cellulaire, bah, puisque le canal ne répond pas, je n'ai pas de courant à l'échelle cellulaire, je n'ai pas de potentiel d'action. Et c'est ce qu'à l'échelle cellulaire, on a appelé la période réfractaire. Donc, soit vous êtes à l'échelle cellulaire, vous parlez de période réfractaire, soit vous êtes sur le canal et vous parlez d'inactivation. C'est la même chose vue à deux échelles différentes. Donc, pour répondre à la question de Baptiste, qui c'est vrai, dans le modèle simpliste, hein, c'est pas tout à fait satisfaisant,
on a un modèle un petit peu plus élaboré, mais qui du coup est un peu plus difficile à dessiner, ou on montre mieux la relation structure-fonction, où on a tous les aspects de la relation structure-fonction. Alors, j'ai simplifié. Les hélices 1, 2, 3 qui nous servent à rien, hop, elles ont sauté, hein, c'est les petits pointillés, parce que sinon ça va compliquer. Et je n'ai pas dessiné l'ensemble des 4 répétitions, j'en ai dessiné que 2 pour que ce soit sur le plan de coupe. Et les 2 autres qui sont perpendiculaires, pareil, on les a fait sauter, mais c'est tout à fait symétrique. Qu'est-ce qui nous intéresse dans la relation structure-fonction? Bah, il nous faut absolument l'hélice 4 et la portion de l'hélice 4 qui est chargée. C'est elle qui est intéressante pour montrer comment est-ce que cette hélice 4 est responsable du seuil d'activation. Hein, donc, toujours à l'échelle cellulaire et l'échelle moléculaire. Échelle cellulaire, il y a un seuil de déclenchement des potentiels d'action. Échelle moléculaire, il y a un élément qui déclenche l'ouverture du canal. À l'échelle cellulaire, on a des courants spécifiques qui laissent passer que des ions. À l'échelle moléculaire, ça veut dire qu'on a un pore spécifique qui ne laissera passer que du sodium. Donc celui-là, on l'avait identifié entre l'hélice 5 et 6. Et donc, il ne faut pas faire comme le dessin tout à l'heure, hein, qui mettait l'hélice 5 et 6 qui flottait à l'extérieur. Il faut bien que ça vienne dans la membrane, sinon ça ne peut pas laisser passer des ions. Donc on les a reportés ici. Et puis bien sûr, ce qu'il nous faut, c'est l'extrémité C-terminale. C'est quoi cette horreur? L'extrémité C-terminale de la boule qui vient faire le processus de l'inactivation. Donc j'ai gardé que ça, j'ai enlevé tout le reste. Au point de départ, il faut que l'on montre un canal qui est fermé, donc j'ai choisi de le représenter comme ça, avec les parties du pore qui sont très proches l'une de l'autre pour montrer que là, les ions ne peuvent pas passer. Et on est dans une position où, quand on fait les enregistrements, on ne voit pas de charge positive qui dépasse de la membrane de l'autre côté, hein, l'hélice 4, la partie chargée de l'hélice 4 est très en bas. Et ça, c'est la suite de l'hélice 4. Hein, toute l'hélice 4, elle est là. Maintenant, on a un stimulus qui est au-dessus du seuil. Qu'est-ce qui se passe? En électrophysiologie, on a vu que ça donnait l'impression d'un déplacement d'une charge positive de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ce changement de conformation, on l'attribue à l'hélice 4 qui tourne sur elle-même, mais surtout en tournant sur elle-même, qui se déplace dans la membrane et qui induit un changement de conformation. J'ai un petit peu exagéré ici le changement de conformation, je l'ai carrément déplacé, de façon à ce que ça tracte le reste de l'hélice 4 et surtout que ça ait un effet sur l'hélice 5 et que de proche en proche, finalement, ça change toute la conformation de la protéine. Et donc là, j'ai fait basculer les hélices 5 et 6, ce qui permet de dégager un pore et donc de permettre au canal d'être ouvert. Donc là, on matérialise comment le changement de conformation de l'hélice 4 a un effet sur le pore. Mais surtout, pourquoi est-ce que c'était intéressant de décomposer l'hélice 4 en deux? C'est que ça montre que la base ici du pore change de structure entre l'état fermé et l'état ouvert, et donc que les interactions possibles entre la boule et la base du canal changent complètement. Donc ça démasque un certain nombre de sites qui sont des sites d'interaction faible avec la boule. Et c'est pour ça que la boule vient se coller à l'état ouvert et non pas dans d'autres états, comme par exemple à l'état fermé, parce qu'à l'état fermé, on n'a pas les mêmes chaînes latérales d'acides aminés qui dépassent. Donc il n'y a que cette possibilité-là d'interaction. Et oui, du coup, la boule, c'est M. C'est l'extrémité C terminale. Là, il y a une erreur sur ce dessin, je ne sais pas ce qui m'a pris. La boule C terminale. Mais ici, on n'est que sur des interactions faibles. Et donc forcément, avec l'agitation moléculaire, on n'a pas une très très forte affinité de la boule pour la base. Et la structure ici du canal n'est pas non plus sa structure la plus stable. Donc dès que la boule se détache, spontanément, on revient à l'état fermé. Donc une version un peu plus élaborée, mais quand même déjà assez simplifiée par rapport au modèle des chercheurs. 3 millisecondes, c'est quand la boule Ah non, non, 1 milliseconde, puisque l'apparition du courant dépolarisant et son début de disparition, c'est à peu près 1 milliseconde, ça démarre à 1 milliseconde, à 1 milliseconde et demie. Et donc tout ça prend à peu près, pour la plupart des canaux, entre 1 milliseconde et 2 millisecondes. Et ce qui fait que le courant aura disparu. Donc, comme vous avez dit à 300 canaux, il me semble que c'était à peu près 40 tours seulement, quelque chose comme ça. Mais les canaux qui peuvent s'ouvrir et ne rien laisser passer parce qu'ils sont rebouchés. Alors ça peut arriver. Sur certains enregistrements, on voit, hop,
Il se passe rien. Mmh. Ça arrive. Mmh. Alors, les 40 ions, c'est, pour le potentiel de repos. Ah, là, on en a bien 400, 400-500, voilà. Mais, donc, pas de quoi affoler la NAK-ATPase, hein. Il faut une centaine de potentiels d'action pour que la NAK-ATPase se mette en action. Parce que comme vous n'avez que quelques centaines d'ions qui traversent la membrane, ça fait pas grand-chose en termes de concentration. On peut avoir des très fortes DDP avec très, très peu d'ions. Parce que tout ça se passe dans la proximité immédiate de la membrane. Et donc, si on veut dessiner ce qui se passe, alors il y a une petite erreur sur ce dessin. Période réfractaire absolue, tous les canaux sodiques sont inactivés. Relative, pourquoi c'est pas bien dessiné? Pourquoi il faut pas que vous fassiez ce schéma-là pour une période réfractaire relative? Oui. Bah, il faudrait au moins qu'il y en ait un inactivé. Là, ils ont tout mis refermé, donc en fait, ils ont dessiné ici la fin de la période réfractaire. Il faudrait qu'il y en ait au moins un à l'état inactivé pour que ce soit une période réfractaire. Relative, d'accord, mais il faudrait quand même qu'elle reste réfractaire, donc il faudrait qu'il y ait au moins un canal inactivé sur ce schéma. Donc, suite à un stimulus, il y a un message nerveux constitué de potentiel d'action qui apparaît. Et la caractéristique de la communication nerveuse, c'est que cette information électrique, elle est propagée non pas à l'extérieur de la cellule émettrice, mais bien sur sa membrane, le long de son axone. Et donc, on va essayer de comprendre comment les messages nerveux se propagent le long de l'axone du neurone. Donc, ce qui est caractéristique, c'est que les potentiels d'action, ils vont se recréer de proche en proche. Donc, on parle souvent de régénération des potentiels d'action. C'est quoi les axones myélinisés? Alors, on va expliquer ça tout de suite. On va devoir parler de deux cas différents de propagation des potentiels d'action. Il y a le cas des invertébrés. Donc, les invertébrés, ce sont des axones, on va dire, standards, qui ne sont entourés par rien, donc qui n'ont pas de myéline. Et puis, les vertébrés ont une apomorphie qui est l'apparition de la myéline. On va voir ce que c'est. Mais ça ne veut pas dire que tous les axones sont myélinisés. On va être un petit peu caricatural. Les médecins ne seraient pas totalement d'accord avec nous. On va dire qu'il y a d'une part des non myélinisés pour la douleur, alors pas que la douleur, mais quand même pas mal. Alors pas n'importe quelle douleur. C'est pas la douleur quand on se pique. La douleur quand on se pique, on a l'information qui revient très rapidement, on sait tout de suite qu'on s'est piqué le doigt. Plutôt la douleur de la rage de dents, cette douleur sourde qui est là un petit peu tout le temps. La douleur de la rage de dents passe typiquement par les axones non myélinisés. Et quasiment tout le reste, ou presque, passe par des axones myélinisés. Donc pour modéliser la communication des axones non myélinisés, ben, on va le faire ensemble avec les invertébrés et du coup, on va profiter du calmar. Mais bien sûr, on ne pourra pas s'arrêter là puisque c'est pas très représentatif de ce qui se passe chez un mammifère. Chez un mammifère, l'essentiel de l'information nerveuse passe par des axones myélinisés et c'est vraiment une part relativement limitée de l'information qui passe par les axones non myélinisés. Mais on va commencer par là parce que c'est plus simple à mettre en évidence. Et puis, on a besoin de comprendre ça pour comprendre ce qui se passe après avec cette apomorphie des vertébrés. Pourquoi? Parce
potentiel d'action, de base, c'est dans le neurone. Mmh. Et après, ça chimique. Non, non, on n'en est pas là. Oh là, on a, non, 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 on est encore dans le neurone. On est encore dans le neurone. Le potentiel d'action, il apparaît à la base du corps cellulaire. On est en train de le faire s'acheminer vers la synapse. Ah là, on est à la base du potentiel d'action ou dans l'axone. On n'est pas du tout encore à la synapse. Vous allez trop vite. On est uniquement dans ça, vous pouvez l'appliquer aux neurones, vous pouvez l'appliquer à la cellule musculaire striée squelettique. C'est tout. Bah, justement, faisons un petit dessin pour que vous vous repériez dans l'espace. Où sommes-nous par rapport... On va faire la version vraiment simpliste, hein. Le stimulus, il arrive généralement sur les dendrites. Il se passe quelque chose dans le corps cellulaire, mais on va garder ça pour tout à l'heure. Et l'apparition des potentiels d'action, c'est ici, donc c'est ce qu'on appelle la zone gâchette. Qui produit la série de potentiels d'action. Et ce qu'on veut savoir, c'est comment ce message va se transmettre sur la membrane de cette portion allongée qu'on appelle l'axone et va aller jusqu'à la synapse. Et donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment se fait le transport du message, sachant que le message, hein, ce n'est pas un potentiel d'action, mais c'est bien une série de potentiels d'action. Du messager, plutôt. Donc, bien sûr, il nous manque une partie hein, qu'on va faire plus tard. Il nous manque toute cette partie-là. Comment est-ce qu'un stimulus va être codé en une série de potentiels d'action? Pour le moment, nous ne l'avons pas. Et puis, il faudra encore avoir cette portion-là. Comment ce message électrique va être codé en message chimique? On avance lentement. Et donc, on va supposer qu'on a un message qui est produit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment il est transporté et puis quelle est la qualité du transport. Est-ce que de l'information se perd dans ce transport ou pas? Et ce qu'on va démontrer, c'est que la particularité du message nerveux, c'est qu'on est sur un transport de très haute qualité. Aucune information ne se perd. Tout ce qui a été émis au point de départ du potentiel d'action, même s'il traverse tout le bas de votre corps, il arrivera intact à votre orteil. Il n'y a pas de perte d'information lors du transport. Donc, il va falloir expliquer pourquoi. Pourquoi on arrive à transporter une information sur des dizaines de centimètres sans qu'il y ait de perte d'information. Musculaire strié squelettique. Ici, il va disparaître quand il aura atteint la synapse. Mais ce sera exactement la même question. Pourquoi il ne fait pas demi-tour? Donc, vous avez dû repérer sur ce schéma, hein, c'était la question d'Angèle, on a une propagation unidirectionnelle de l'information. L'information arrive toujours sur les dendrites. Elle passe toujours par le corps cellulaire, puis par l'axone, puis par la synapse. Pourquoi ça ne passe pas dans l'autre sens? On a une cellule très polarisée qui reçoit les informations toujours dans un sens, qui les émet toujours dans l'autre sens, de façon, avec un transport toujours unidirectionnel. Eh ben, on va voir que ce n'est pas du tout dû aux propriétés de l'axone. Un expérimentateur peut tout à fait, si ça l'amuse, faire que l'axone transporte l'information dans l'autre sens. Rien de physiologique, mais ça marche très bien. Donc, le transport unidirectionnel, ce n'est pas une propriété de l'axone, c'est juste que dans les conditions de
le fonctionnement d'un organisme, le stimulus arrive toujours sur les dendrites. Mais l'axone, en lui-même, il pourrait transporter dans les deux sens. On a décidé tout un neurone. Il commence au dendrite, il finit sur les synapses. Alors, géante pas en volume, géante en longueur. Oui, mais l'axone est extrêmement fin. Donc en volume, c'est beaucoup moins qu'une cellule squelettique. Par contre, elle est plus longue. Mmh. Oui, oui, c'est très, très long, oui. C'est des petits prolongements. Donc on a un très long prolongement d'un côté qui est l'axone, des prolongements plus ramifiés de l'autre côté qui sont les dendrites. Mais du coup, la myéline dont on parlait juste avant, Ah, pas encore, suspense. On aura ou pas de la myéline autour de l'axone. Les nerfs, c'est des regroupements d'axones. Les corps cellulaires sont dans la moelle épinière et les prolongements, les axones, se regroupent et constituent des nerfs. Non, la myéline, on va voir, c'est une autre cellule qui s'enroule autour de l'axone. Ce n'est pas une protéine. Mmh. Ça va être un peu plus subtil que ça. Mais commençons sans myéline. Du coup, on va pouvoir profiter de notre axone géante calmar. On met une première électrode, une électrode de stimulation. On enregistre, hein, ça vous connaissez, donc rien de nouveau sous le soleil. Mais on met une deuxième électrode un petit peu plus loin. Et parce que justement, on se demande, est-ce que on va garder exactement la même information ou pas? Tu avais une question? est-ce que les dendrites et vous, ce qui est à l'extrémité de ramification, c'est considéré comme des synapses ou pas? Les dendrites reçoivent des synapses. C'est-à-dire qu'un autre neurone émet des synapses qui arrivent sur elles. Trop pressé! Quel enthousiasme! Je suis obligée de vous freiner. Oui, je pense que le premier neurone, c'est quand même Bien sûr, mais patience! C'est bien, mais ça vient, ça vient. On y arrive. Donc, une première électrode de stimulation, un premier enregistrement et l'autre électrode, vous pouvez la mettre aussi loin que vous voulez. Vous retrouverez exactement ce que vous aviez sur la première électrode qui est près du lieu de stimulation. Donc, ça veut dire que même quand on prend plusieurs centimètres d'axone, l'information est parfaite. Elle est transmise de façon parfaite, pas de perte, il n'y a jamais un potentiel d'action qui disparaît, la fréquence ne change pas, l'information est transmise de façon exacte tout le long de l'axone. Donc dès qu'on a dépassé le seuil, on obtiendra un message avec une certaine fréquence de potentiel d'action qui va se transmettre tel quel. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre, pourquoi on ne perd pas d'information dès qu'on a émission de potentiel d'action. Pourquoi ça peut surprendre? C'est parce que quand on envoie un courant qui est en dessous du seuil, donc ce qu'on appelait une stimulation infraliminaire, eh bien ça s'amortit de façon exponentielle et donc ça diffuse extrêmement peu. Donc toute activité électrique qui est en dessous du seuil reste locale et disparaît quasiment immédiatement, hein, puisqu'on a une décroissance exponentielle. Par contre, dès qu'on a émission d'un potentiel d'action, ça se transmet sur plusieurs centimètres de façon impeccable. Alors pour comprendre ça, ben, en fait, c'est très simple. C'est qu'il y a des canaux du potentiel d'action, sodique et potassique, tout le long de l'axone. Donc, quand vous avez un potentiel d'action à un endroit donné, on va refaire le schéma, parce que là, il est peut-être pas très explicite. On fait un zoom sur l'axone. Par exemple, on démarre près du corps cellulaire. On a un potentiel d'action qui a un temps T0 est sur cette portion de la membrane. Donc, il y a des canaux sodiques. Alors, dessinez-les dans le bon sens, hein. Parfois, on voit ça. La boule à l'extérieur, non, jamais, jamais, jamais. La boule à l'intérieur, toujours. Et donc, des canaux sodiques qui rentrent, des ions de sodium qui rentrent, parce que là, on est dans la phase de dépolarisation du potentiel d'action. Donc là, vous faites rentrer des ions positifs. Vous êtes en train de faire un courant. Ben, vous savez que quand vous avez créé un courant,
Eh ben, ce courant, il circule localement. C'est ce qu'on appelle une boucle de courant. Notamment, ce qui nous intéresse ici, hein, c'est que cette boucle de courant, elle affecte toute la membrane aux alentours. Alors, c'est pas forcément extrêmement intense. Ça va faire une petite dépolarisation locale, mais ça veut dire qu'au lieu d'être à moins 70 millivolts, eh bien, peut-être qu'on va passer à moins 50. Donc, cette boucle de courant, elle fait une petite dépolarisation locale. Mais ce qui nous importe, hein, ce qui va faire la fiabilité de la transmission, c'est que cette petite dépolarisation, elle est au-dessus du seuil. Elle est supraliminaire. Et donc, il se passe quoi juste à côté? Si vous faites une dépolarisation supraliminaire, qu'est-ce que ça déclenche? Voilà, ça va forcément déclencher un autre potentiel d'action puisque vous avez ouverture des canaux sodiques par définition, dès qu'on est au-dessus du seuil. Ici, on va avoir ouverture des canaux sodiques un cran plus tard et ça recommence. Et ça recommence. Donc, si on fait un temps un peu plus tard, ça va se reproduire. Mais alors pourquoi ils reculent pas? Parce que ce qui se passe là, ça se passe là aussi. Ici aussi, c'est supraliminaire. Oui, parce qu'ils sont inactivés. Donc, il y a pas moyen de faire demi-tour. Ils sont inactivés. Donc, ça ne va jamais retourner vers le corps cellulaire, tout simplement parce qu'à proximité immédiate du potentiel d'action qui est produit, les canaux avant, ils sont encore en état inactivé, hein, ils sont en période réfractaire. Donc, forcément, obligatoirement, ça va se déplacer seulement dans ce sens-là. Bien qu'il y ait un courant local, ça ne peut pas retourner en arrière. Mais l'expérimentateur, lui, peut faire ce qu'il veut. Donc l'expérimentateur, il prend un axone qui n'a rien reçu, il met son électrode de stimulation en plein milieu, et lui, il voit deux potentiels d'action qui vont vers les bouts. Mais ça n'existe pas en vrai, c'est juste qu'il voulait démontrer que le fait que ça circule dans un seul sens n'est pas la propriété de l'axone, il est dû au fait que le potentiel d'action, il démarre du côté du corps cellulaire, et à partir du moment où ça a démarré d'un côté, vous voyez que ça ne peut plus qu'avancer dans un seul sens, ça ne pourra jamais reculer. Si on veut être un peu plus complet, on va rajouter les canaux potassiques, mais vous voyez que les canaux potassiques nous apportent pas grand-chose, hein, dans ce schéma. Et là, le potentiel d'action est en train d'apparaître, donc on peut dessiner ici les canaux potassiques encore fermés, peut-être, hein, pour montrer qu'on est dans la phase de dépolarisation du potentiel d'action. Ça peut être intéressant. Mmh. Alors, si vous voulez dessiner la propagation du potentiel d'action, faites attention que dessiner le potentiel d'action en fonction du temps et en fonction de l'espace, c'est pas la même chose. Vous, ce que vous avez actuellement en tête, c'est la structure du potentiel d'action en fonction du temps. Si je le dessine sur la membrane comme ça, se déplaçant par là, c'est quoi le problème? Pourquoi ça, c'est justement ce qu'il faudra jamais que je fasse. Et pourtant, généralement, il est dessiné comme ça. Pourquoi ça, c'est une horreur? Ici, c'est V en fonction de la distance sur la membrane. Pourquoi ça marche pas, ça? Oui. Du coup, on dirait que, enfin, par exemple, pendant un cours au début du cours, on dirait que la verbalisation n'est pas la même que fonctionnement. On peut être Ah, c'est pas tellement ça le problème.
Pourquoi ça peut pas se déplacer comme ça? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir ici une membrane en hyperpolarisation, là en repolarisation et là en dépolarisation? Faudrait le dessiner comment? Hmm. Là, c'est parce que si on le fait sur la membrane, Sur la membrane, oui. parce qu'on temps, on a besoin Ça, c'est ce qu'on a en fonction du temps. Et donc, en fonction de la distance sur la membrane, vous le dessinez comment? les deux de l'autre côté parce que la dépolarisation n'est pas du côté extérieur. Et donc, il faut le représenter comment? Ouais. Oh, bah, si on le dessine là, c'est pas mieux, hein. On n'a absolument pas résolu le problème, hein. Oui, et non? ouais. Ah oui, c'est idiot là. On met les canaux inactivés ici. Et on fait progresser vers les canaux inactivés. Mais il y a un truc qui va pas, hein. Donc si je le dessine comme ça, en fait, il se déplace par là. Parce que si je le dessine en fonction de la membrane, c'est ici que la membrane est en train de se dépolariser. C'est là qu'elle a été dépolarisée, qu'elle se repolarise, et c'est après, derrière, qu'elle est hyperpolarisée. Et donc, il faut que je fasse attention que si je veux le dessiner en fonction de la distance de l'espace, il faut bien que je mette à l'avant ce qui dépolarise, un peu en arrière ce qui repolarise, et encore plus en arrière ce qui est hyperpolarisé. Sinon, je dessine quelque chose d'impossible, un potentiel d'action qui progresse vers les canaux inactivés. Ça ne marche pas. Donc faites attention quand vous le représentez, surtout si vous le représentez sur la membrane, dites bien si vous le représentez en fonction du temps ou en fonction de la distance, de la position sur la membrane. Donc maintenant, on voit pourquoi on parle de régénération. C'est que vous avez un potentiel d'action qui va se recréer de proche en proche à chaque endroit. Et donc ici, on a régénération du potentiel d'action. Il s'est reformé, et puis il se reformera encore plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. Parce que ça, c'est ce qu'on a à un moment donné. Et ça, donc, un instant plus tard, ici, on aura les canaux à l'état inactivé, et là, le potentiel d'action qui sera en train d'apparaître. Donc, il faut tout décaler d'un cran, puis encore plus tard, ici, ils seront verts, ici, ils seront inactivés, ici, ils seront fermés. Non, c'est une autre portion de membrane, mais là, j'ai dessiné deux choses qui ne peuvent pas exister simultanément. J'ai fait un potentiel d'action ici et déjà un potentiel d'action là, ce qui n'est pas vrai. Donc, soit vous prenez votre temps et vous le faites vraiment, vous faites un instant et un instant plus tard. Donc, on prend ce moment-là et puis on prend le moment suivant. Là, c'est si on est un peu plus courageux, j'étais un peu feignante. Donc, avec un potentiel d'action qui est ici, du coup, je fais un seul canal, hein. Un instant plus tard, il sera à l'état inactivé, mais son voisin sera ouvert. Et puis celui-ci qui était à l'état inactivé, il se retrouve à l'état fermé. Si c'est plus clair pour vous, hein. Plutôt que d'avoir deux moments différents sur le même dessin, vous pouvez les décaler dans le temps. Puis celui-là, bien sûr, pour le moment, il est fermé, avec le courant local qui est justement à l'origine de l'action sur le canal d'après, lui-même ayant une action en avant et en arrière, mais bon, ici, forcément, il ne se passe rien. Chaque fois que vous avez une dépolarisation locale, vous allez avoir un petit courant local. Il va pas loin ce courant, hein. Le cytoplasme est un très très mauvais conducteur de courant, donc c'est vraiment sur la portion de membrane dans son environnement immédiat qu'il y a dépolarisation. C'est supraliminaire, mais juste à côté. Et ensuite, comme on a une décroissance exponentielle, très rapidement, on passe en dessous du seuil, et c'est pour ça qu'il se passe rien ici. J'ai pas une Accumulation, parce que là, vous avez 300 ions seulement qui rentrent, puis après 300 là et 300. On n'est pas près d'atteindre la millimole, hein. Le nombre d'ions est extrêmement limité. Et c'est pour ça qu'il faudra faire passer une centaine de potentiels d'action pour que vraiment la NAK-ATPase se mette en action. Vous pouvez inhiber la NAK-ATPase et vous en avez encore pour une centaine de potentiels d'action.
C'est pour ça que quand on vous fait une injection d'anesthésique, il y a des anesthésiques particuliers qui font une anesthésie locale parce qu'ils jouent sur la NAK-ATPase de certains nerfs de la douleur. Mais on vous opère pas immédiatement, hein. On vous demande d'attendre une bonne demi-heure, voire 1 heure. Pourquoi? Parce qu'on attend que les neurones aient au moins émis une centaine de potentiels d'action pour que les concentrations soient perturbées, que du coup le potentiel de repos soit différent et qu'il ne puisse plus émettre de nouveaux potentiels d'action. On est obligé d'attendre. C'est, les quantités d'ions là sont pas suffisantes pour perturber en elles-mêmes les concentrations initiales. Souvent, c'est vrai que l'image que vous avez, c'est des flux massifs, alors que pas du tout, hein. C'est des flux très limités. Ah si, si, si. On a vraiment une décroissance exponentielle, donc on a un courant très, 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 très limité. Ouais, je vais en dessous du seuil, vous l'avez? Dans tous les axones à conduction non myélinisée, les canaux sont suffisamment proches pour que ce soit au-dessus du seuil. Je suppose qu'il y a des mutations qui font qu'il y a moins de canaux, mais alors ça, c'est pas viable, hein. C'est-à-dire que l'information nerveuse ne se transmet pas, c'est pas viable, ça se transmet pas, et c'est éliminé immédiatement. Donc évidemment, on a une sélection qui fait qu'il y a une quantité de canaux suffisant pour que le courant local soit encore supraliminaire au prochain canal. La sélection est très forte là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la régénération de proche en proche. Puisque chaque potentiel d'action crée un courant local supraliminaire qui crée un potentiel d'action juste à côté, et ainsi de suite. Mais c'est long. C'est lent parce qu'il faut déclencher l'ouverture des canaux pour régénérer un potentiel d'action. Alors ça va dépendre du message, puisque le délai entre deux potentiels d'action est ce qui code l'intensité du message. Donc la fréquence des potentiels d'action est extrêmement variable. Par contre, on voit qu'il y a une fréquence maximum, puisqu'on a justement cette période réfractaire absolue. Vous ne pouvez pas rapprocher plus les potentiels d'action. Il faut forcément la durée de la période réfractaire. Alors la période réfractaire dépasse un tout petit peu après les 3 millisecondes. Donc en fait, il faut être revenu au potentiel de repos pour pouvoir réémettre un potentiel d'action. Alors à quelle vitesse est-ce qu'on va pouvoir propager des informations avec ce système de régénération de proche en proche? Eh bien ça dépend. Ça dépend du diamètre de l'axone. D'où le fait qu'il y ait des axones géants. Alors pourquoi ça va dépendre? Parce que sur notre modèle, là, ça dépend pas du tout apparemment. C'est parce qu'on a dessiné beaucoup, beaucoup trop gros la membrane. Donc ça donne une impression un peu fallacieuse, on va dire. Si on dessine un peu plus correctement la membrane et les canaux, et surtout le cytoplasme. Le cytoplasme est très très peu conducteur, et plus vous augmentez le volume de cytoplasme, plus on va garder les courants locaux en surface. Et donc ils vont s'atténuer un petit peu moins, ce qui fait que la transmission reste plus sur la membrane et va plus vite. Et donc plus le diamètre augmente, et plus les courants peuvent circuler rapidement sur la membrane en espaçant notamment les canaux. Et donc ça, c'est ce qu'on constate avec l'axone géant de calmar. On a la chance avec le calmar d'avoir tout un tas de diamètres possibles. Et effectivement, pour un même animal, plus vous augmentez le diamètre, plus la vitesse de propagation est importante. Donc on a une vitesse relativement lente dans le système nerveux standard du calmar. Et puis dans son système de fuite, avec le fameux neurone géant étoilé, eh bien, on peut avoir des vitesses beaucoup plus rapides de propagation, mais on reste quand même dans des vitesses de conduction qui sont, ne sont pas forcément très très élevées, hein. On va être de l'ordre de quelques mètres par seconde, euh, parce que justement, on est sur ce système de propagation de proche en proche. Donc on comprend la sélection qui s'est jouée là-dessus.
plus le diamètre est gros, plus la vitesse est rapide. Donc, si on a une mutation qui fait augmenter de taille le neurone du système de fuite, bah forcément, les calmars ont plus de chances de s'enfuir. Et donc, on a une propagation de ce genre d'allèle. Et donc, on est allé vers la sélection de neurones de plus en plus gros jusqu'à avoir les neurones géants sur le système de fuite. Par contre, il n'y a pas la même pression de sélection pour les autres. Et nous, on a ce système de transmission pour les fibres, notamment les fibres associées soit à la perception de la température, soit à la perception de la douleur sourde, donc avec juste des transmissions de l'ordre de quelques mètres par seconde, parce que justement, là, il n'y a pas de pression de sélection liée à la vitesse de perception du milieu. La température, ça ne change pas instantanément. Donc oui, on met du temps à l'apercevoir, mais ça met du temps à changer aussi. Et savoir qu'on a mal aux dents, c'est important, mais dans l'instant précis, la sensation de mal aux dents, bof, hein. On sait juste qu'on a mal aux dents, ça nous suffit. Donc, on n'a pas de pression de sélection sur certaines voies motrices où la vitesse de perception ne fait pas d'avantage sélectif. Par contre, bien sûr, il y a d'autres choses pour lesquelles la vitesse de perception est extrêmement importante. La douleur parce qu'on se pique, parce qu'on se blesse, là, c'est important de réagir immédiatement par réflexe et d'éloigner sa main du feu. Donc, on a aussi des éléments de température, d'autres fibres de température qui réagissent rapidement, d'autres fibres de la douleur qui réagissent rapidement. Et donc, évidemment, nous, on n'a pas de neurones géants. Donc, comment ça se fait qu'on ait des systèmes de perception rapides en parallèle de ces systèmes de perception lents, alors que nous n'avons pas de neurones géants? Et c'est là où on va voir l'avantage sélectif des vertébrés, c'est d'avoir un tout autre système. Parce que le cytoplasme est un isolant, donc c'est comme si vous aviez une énorme résistance électrique ici. Donc au lieu que le courant finalement se perde dans le cytoplasme, on va le conserver près de la membrane. Donc c'est un peu comme si on mettait un isolant au centre. Oh, pas extraordinaire, mais bon, pas si mal. Bah oui, la membrane, c'est pas des deux côtés, c'est sur toute la surface. C'est un tube, donc c'est sur toute la surface. Souvent, on est feignant, on dessine que d'un côté, mais c'est toute la surface. Donc, ce qui change radicalement avec les vertébrés, c'est qu'au lieu de régénérer le potentiel d'action sur toute la longueur de l'axone, eh bien, on va le faire qu'à des endroits très précis qui ont été découverts par Monsieur Ranvier, et donc qui s'appellent les nœuds de Ranvier. Donc c'est ce qui fait l'avantage sélectif des vertébrés, ce qui fait leur difficulté d'étude, et c'est pour ça qu'on s'est aussi souvent rabattu sur le calmar. Donc la particularité des neurones de vertébrés, c'est qu'il y a des cellules qui viennent s'entourer autour des axones de vertébrés en faisant de nombreux tours. Donc ce sont des cellules qui font partie du système nerveux, mais qui ne sont pas des cellules nerveuses. Donc on parle de cellules gliales. Les cellules gliales sont majoritaires dans le cerveau, hein. Vous avez bien plus de cellules gliales que vous n'avez de neurones. Donc ces cellules gliales sont appelées des oligodendrocytes quand on est dans le cerveau. Mais vous les connaissez peut-être sous un autre nom parce que les motoneurones ont des oligodendrocytes un petit peu particuliers qui ont été découverts par Monsieur Schwann et qui s'appellent du coup les cellules de Schwann. Comme le cygne, hein, ça s'écrit pareil. Et donc ça, c'est pour les motoneurones. C'est la même chose, hein. Donc ce sont des cellules gliales qui viennent s'enrouler autour des axones. Souvent, il y en a entre 20 et 200 tours de ces cellules, ce qui fait qu'on se retrouve avec des membranes finalement. Ce sont des membranes de la cellule gliale qui viennent entourer les axones. Alors, c'est pas en continu. La cellule, elle s'entoure sur une portion. Une autre cellule gliale va s'entourer sur une autre portion.
Et il y a des zones sans cellules gliales, et c'est ces fameuses zones sans cellules gliales qu'on appelle les nœuds de Ranvier. C'est dit par rapport à son squelette, ça peut être quand même, peut avoir un cytosquelette plus développé que Au contraire, ça peut développer, c'est quasiment que de la membrane avec un tout petit peu de cytoplasme qui s'entoure. Donc c'est vraiment une longue expansion de membrane qui fait la myéline. Donc concrètement, la myéline, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est de la membrane plasmique avec un tout petit peu de cytoplasme empilées les unes sur les autres parce que la cellule s'est enroulée autour. Donc c'est beaucoup de lipides, on verra pas mal de protéines quand même. Enfin, c'est des lipides et des protéines qui viennent entourer l'axone, mais pas de façon continue, puisqu'il y a des zones où il n'y en a pas. Donc ça, c'est contrôlé vraiment strictement au cours du développement. Et c'est vraiment un processus très important quand il y a destruction de ces oligodendrocytes, c'est ce qui se passe notamment dans la sclérose en plaques. Pourquoi est-ce que les personnes ont des paralysies ou des pertes de fonction sensorielle? Bah, c'est les zones où la myéline est détruite. Et donc à ce moment-là, les neurones sont parfaitement intacts, mais la transmission de l'information est beaucoup trop lente, ce qui peut donner des paralysies ou des pertes de sensation, parce que normalement ces informations circulent beaucoup, beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment quelque chose d'indispensable en fait au fonctionnement de la plupart des neurones, sauf le cas particulier de la douleur sourde et de la température. Donc par rapport à la vitesse sans myéline, on multiplie par 20 la vitesse de conduction avec la myéline. Et donc là, on voit qu'il y a eu deux évolutions complètement différentes entre les invertébrés et les vertébrés pour augmenter la vitesse. Les invertébrés augmentent le diamètre, et au contraire, les vertébrés ont des axones très fins, mais ont ce système d'oligodendrocytes, de myéline, qui est bien plus efficace que l'augmentation de diamètre, puisque là, on a des vitesses pour certains axones qui peuvent être de plusieurs centaines de mètres par seconde. C'est extrêmement rapide. je savais pas, c'est la différence entre les cellules gliales et la myéline. La cellule gliale, c'est la cellule tout entière avec son noyau inclus, hein, donc c'est une vraie cellule. La myéline, c'est la part de cette cellule qui s'entoure autour d'un axone. Oui, elles s'entourent autour des axones des motoneurones. Elles prennent juste un nom particulier parce que c'est elles qui ont été découvertes en premier. Et on a mis du temps avant de découvrir les oligodendrocytes à l'intérieur du système nerveux central. Mais c'est les mêmes, hein. Même structure, c'est pareil. Alors, la caractéristique de la membrane plasmique, vous savez, c'est d'être constituée de phospholipides. Les phospholipides sont des isolants électriques. Donc, le fait d'avoir 20 à 200 couches de membrane va faire un isolant électrique. Et donc, par rapport à ce qu'on avait précédemment, un potentiel d'action qui émet un petit courant local, bah ici, le courant local va pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'on a un isolant électrique en surface. Donc, comme analogie, vous pouvez penser à la gaine plastique qui est autour des fils électriques. Cette gaine plastique qui isole et qui permet que le courant passe bien dans votre fil électrique. Si ce n'est que, pour poursuivre votre analogie, il faudrait découper la gaine plastique et l'enlever à certains endroits qu'on va appeler les nœuds de Ranvier. Donc, il sera un petit peu bizarre votre fil électrique. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces interruptions régulières de myéline alors que c'est un très bon isolant électrique? Bah, c'est parce qu'il faut bien régénérer le potentiel d'action. Les courants locaux, ils ont une décroissance exponentielle. Donc même si vous mettez de l'isolant électrique, c'est mieux, ça ira plus loin. Mais la décroissance, elle reste exponentielle. Donc on ne peut pas transmettre l'information électrique jusqu'à la synapse avec simplement de l'isolant. Ça marche pas. Donc il faut de temps en temps que le potentiel d'action soit régénéré. Et donc ce qu'on souhaite prouver, c'est que le potentiel d'action est régénéré au nœud de Ranvier, puisque c'est l'endroit où les ions vont pouvoir très facilement passer la membrane. Mais pour que ce soit vrai, ben, il faut qu'on ait les canaux du potentiel d'action sur le nœud de Ranvier, sinon ça ne va pas marcher. Donc ici, on a essayé de localiser les nœuds de Ranvier. Donc pour ça, on a des protéines particulières
qui sont propres aux extrémités des nœuds de Ranvier qui vont nous permettre de savoir qu'on y est. Donc c'est la fluorescence verte qui dit ben, on s'approche d'un nœud de Ranvier. Et puis par ailleurs, on a localisé les canaux sodiques, alors, vous voyez, ils colocalisent avec le nœud de Ranvier. Et puis les canaux potassiques, qui eux sont un petit peu plus dispersés. Donc les canaux sodiques, qui sont pile au centre du nœud de Ranvier. Les canaux potassiques sont un petit peu plus sur le bord, mais ils sont tous justement dans la zone où il y a peu ou pas du tout de myéline. Et donc ça, c'est bien ce qu'on voulait montrer, que dans la zone myélinisée, on ne mesure la présence d'aucun canal du potentiel d'action, ni sodique ni potassique, qui se concentrent tous sur les nœuds de Ranvier. Donc on peut faire un modèle du nœud de Ranvier avec ça, des canaux sodiques. On va les faire en fonctionnement, tiens, tant qu'à faire. Donc bien au centre du nœud de Ranvier. Les canaux potassiques qui sont un petit peu plus dispersés sur les côtés. Donc je vais les dessiner pour le moment fermés. On est dans la phase de dépolarisation du potentiel d'action. On va fermer, bien fermé. Et puis, comme d'habitude, ce potentiel d'action qui est en train d'apparaître, il fait un courant local. Là, je le dessine tel qu'il serait s'il n'y avait pas de myéline. Il ne pourrait affecter que la membrane la plus proche. Mais maintenant, on va rajouter la myéline. Et donc, alors si vous avez du bleu pour faire tout ça, c'est formidable, puisque le neurone est du neuroderme et les cellules gliales aussi. Donc si vous avez des nuances de bleu et que vous pouvez tout mettre en bleu, ça vous permettra de vous rappeler que tout ça, ce sont des cellules nerveuses. Là, je ne suis pas en train de dessiner de l'endoderme, c'est juste que j'ai pas de nuances de bleu. Il faut les ouvrir. Voilà. Et donc on fait une première couche, une deuxième couche, une troisième couche, une quatrième. On va pas faire les 20. C'est le minimum hein, pourtant, hein. Il faudrait au moins en faire 20. On va, etc., etc. Donc la forme que je leur ai dessinée n'est pas quelconque. En fait, ça s'arrête en forme de pyramide. Et donc, sous ces empilements, c'est ça qu'on appelle la myéline. Et donc, cet empilement, on appelle ça souvent une gaine de myéline, hein, comme pour les gaines isolantes électriques. Et donc maintenant, si on dessine où va le courant local avec cet isolant, parce que c'est un isolant électrique, ben, au lieu que le courant se disperse et disparaisse, il va pouvoir aller beaucoup plus loin, et notamment, il va pouvoir aller au prochain nœud de Ranvier, dans les deux sens, mais bien sûr, ce sens-là n'aura pas de signification biologique, puisqu'il va tomber sur un nœud de Ranvier où les canaux sont en état inactivé. Donc, oui, le courant local y va, mais il ne se passera rien. Et donc, le fait d'avoir rajouté de l'isolant électrique, ça permet au courant local d'aller beaucoup plus loin, d'être transporté sur à peu près 1 micromètre, ce qui n'était pas du tout le cas précédemment, et donc de pouvoir aller au prochain nœud de Ranvier. Et donc, au lieu de recréer un potentiel d'action partout, les potentiels d'action ne seront produits que au nœud de Ranvier. Donc, ça donne l'impression
que les potentiels d'action, ils sautent d'un nœud de Ranvier à un autre nœud de Ranvier. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de propagation saltatoire. Parce qu'au lieu de voir un potentiel d'action qui glisse le long de la membrane, et qui en fait est régénéré le long de la membrane, on a l'impression que les potentiels d'action, ils sautent d'un nœud de Ranvier à l'autre, alors qu'en fait, c'est le courant local qui passe et qui en régénère à nouveau au prochain nœud de Ranvier. Oui. Oui, Avril. Pardon? Mmh, ça, je crois pas parce que, alors après, il y a tous les désordres de développement, pour lesquels, pour le moment, on connaît pas grand-chose. Heu tout ce qui est autour de l'autisme et cetera, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de connexion, mais de pathologies, clairement identifiées et viables, non. Par contre, il y a quelques mutations qui existent sur la myéline et qui font des pathologies de démyélinisation, avec à peu près les mêmes symptômes que la sclérose en plaques, ça on a. Quand les nœuds de Ranvier sont trop espacés, généralement c'est pas viable. Donc là, on a une très, très forte sélection sur, la distance, des nœuds de Ranvier. Il permet que le courant local aille plus loin. Il accélère pas le courant, mais le courant local sans l'isolant, il est à partir d'ici, il est en dessous du seuil. Donc il faut absolument qu'il y ait des canaux là, pour pouvoir le régénérer puisqu'en dessous, après on ira en dessous du seuil. Tandis que là, il va pouvoir se propager sur 1 micromètre et rester au-dessus du seuil dans 1 micromètre et donc il pourra aller beaucoup plus loin. Et régénérer le potentiel d'action, ça prend du temps. Il faut arriver au seuil de dépolarisation, puis après, il faut que les canaux s'ouvrent, etc. C'est extrêmement lent. Tandis que le courant local, lui, il circule beaucoup plus rapidement. Donc, tout le temps pendant lequel on n'a pas régénéré le potentiel d'action, c'est autant de temps gagné. Puisque créer un potentiel d'action est un processus relativement lent par rapport au transport direct du courant. Pardon? La propagation saltatoire, c'est ça qui ne pas avoir lieu dans le son. Non, saltatoire, c'est-à-dire que ça saute. On a l'impression en électrophysiologie que l'activité électrique, elle saute d'un nœud de Ranvier à un autre nœud de Ranvier. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. Alors bien sûr, ça saute pas, hein. C'est le courant local qui passe à l'intérieur, mais c'est l'impression que ça donne. Et comme justement le transport entre deux nœuds de Ranvier, c'est très rapide, c'est ça qui fait que ça va 20 fois plus vite. Et on a visiblement une très forte sélection parce que la distance entre les nœuds de Ranvier est stricte, c'est toujours la même. Et c'est au cours du développement qu'on a cette myélinisation et on a toujours la même distance qui est présente et qui correspond justement au déclin de ce courant local. Le prochain nœud de Ranvier arrive juste avant que le courant local ne passe en dessous du seuil. Donc c'est le plus long possible tout en maintenant une dépolarisation qui arrive au-dessus du seuil. Ce qui bien sûr va faire des gains de rapidité, hein. Plus vous allongez la surface isolante, plus vous allez vite. Mais bien sûr, si elle est trop longue, eh ben, on passe en dessous du seuil et ça marche plus. Oui. Ouais, je sais que C'est des cellules différentes. Une cellule a fait ce tronçon-là, une cellule fera celle-là, une cellule fera le suivant. Oui, une cellule par entre-nœud, oui, tout à fait. Et heureusement, parce que quand on a des pathologies, ce ne sont pas toutes les cellules gliales qui sont atteintes. Parfois, c'est juste quelques-unes. Donc, on peut avoir un tronçon démyélinisé, mais pas le reste, ce qui va limiter un petit peu les symptômes. Mm. Donc, c'est assez particulier, ce système de myéline. Donc, c'est quelque chose que l'on voit seulement chez les vertébrés, mais pas chez tous les vertébrés. En fait, c'est une apomorphie qui arrive avec l'apparition de la mâchoire. Les vertébrés à mâchoire sont les seuls à avoir ce système de myéline. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'original qui apporte un vrai avantage sélectif en termes de vitesse de réaction. Et de façon curieuse, eh ben, c'est quelque chose que nous avons emprunté au virus. Hein, quand on dit que les rétrovirus installent des séquences dans le génome qui servent à rien,
pas toujours, puisqu'il y a une séquence rétrovirale qui a créé le placenta, qui a quand même fait une synapomorphie caractéristique des mammifères. Et puis celle-là aussi, en fait, c'est un rétrovirus qui a inséré dans son génome un gène qui a permis l'expression de la protéine basique de la myéline. Elle vous paraît peut-être pas importante, mais c'est elle qui est la cible des anticorps dans la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune. Ça veut dire qu'on sécrète des anticorps contre ses propres protéines et en particulier contre la protéine basique de la myéline. Donc ça veut dire que quand celle-ci est endommagée, la myéline ne peut pas rester en place. Pourquoi? Parce que c'est une protéine membranaire et c'est celle qui va permettre aux différentes couches de myéline de venir se coller les unes aux autres. Et donc elle est ici. Alors elle s'appelle BMP, mais pas comme, la protéine de morphogénèse des os, hein. Ici, c'est, la protéine basique de la myéline et c'est par, les domaines basiques qu'elles interagissent. Alors il n'a p il la le gène de ce qui allait devenir la protéine basique de la myéline était déjà là et en fait, il a modifié la transcription. Donc c'était un gène qui n'était pas transcrit, qui s'est transcrit et qui fait que, il y a des possibilités pour cette cellule, finalement, que ces membranes plasmiques se collent, les unes avec les autres. Par contre, il faut d'autres éléments, hein, qui ne sont pas dus au virus. En fait, j'ai pas compris que du coup, il y a une seule cellule entre deux, mais Mmh. toutes les couches. C'est la même. Oui, elle s'enroule. Au fur et à mesure, du développement embryonnaire, elle vient s'enrouler. Enfin, du développement embryonnaire, pas seulement, parce que nous sommes des attardés. En tant qu'être humain, ce processus, ça se termine après l'adolescence. Oui, et certains n'hésitent pas à dire que le manque de myélinisation des cerveaux adolescents les empêche de prendre des décisions, puisqu'on voit que la myélinisation n'est pas finie dans le cortex avant, qui sert à prendre des décisions et surtout à inhiber les mauvaises. Bon, chacun en pensera ce qu'il voudra, parce que passer de la cellule au comportement, c'est sauter au-dessus de beaucoup de problèmes méthodologiques quand même, hein. Et c'est une seule cellule qui s'enroule au fur et à mesure. Oui. Du coup, la myéline, ça marche bien. La protéine basique, vous pouvez l'imaginer comme une intégrine, mais qui s'accroche sur elle-même. Donc ça ferait plutôt penser à une cadérine, mais pour une même cellule. En fait, elle s'accroche sur elle-même. Elle ne s'accroche pas à une autre cellule. Mm. Bon, bah, maintenant que vous êtes parfaitement au point sur le potentiel d'action des neurones, on va pouvoir élargir. Et on va pouvoir changer de cellule. Alors bien sûr, on va pas aller chez la cellule musculaire striée squelettique, tout est pareil. Donc on va s'en passer. On va aller directement dans le cœur. Et pas n'importe où dans le cœur, on va aller regarder les cellules qu'on appelle pacemakers, puisque c'est celles qui sont à l'origine du rythme cardiaque. Et elles sont dans l'oreillette. Alors l'oreillette a deux noms. Soit vous l'appelez oreillette, soit vous l'appelez sinus. Et donc c'est pour ça qu'on dit nœud sinusal. On ne dit pas nœud auriculaire, hein, c'est comme ça. Donc on va être dans l'oreillette droite. Donc on passe dans le cœur, dans une partie de l'oreillette droite. On change de cellule. Et comme on change de cellule, on va changer de potentiel d'action. Donc dans le cœur, on va distinguer deux types de cellules. Les cellules contractiles standards, on va dire, les myocytes cardiaques, et puis d'autres cellules qu'on va appeler les cellules nodales. Donc dans ces cellules nodales, il y a des cellules de conduction qui vont beaucoup nous intéresser pour le prochain cours, mais pas pour celui-ci. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les cellules qui sont à l'origine de la fréquence cardiaque. Donc il y en a dans l'oreillette droite. On les appelle les cellules sinusales. Ou on appelle ça aussi le nœud euh, NSA. NSA, c'est quoi ça déjà? Nœud sino-atrial. Mmh.
Bon, ça, c'est qu'ils ont vraiment envie de se répéter, hein. Un coup, je parle grec, un coup, je parle latin. Sinus pour dire oreillette, atrium pour dire oreillette. Bon, on aura compris qu'on est dans l'oreillette, hein. Ils auraient mieux fait de nous dire que c'était la droite. Et puis, il y en a d'autres dont on va moins parler parce que c'est pas qu'elles sont pas intéressantes, mais que du point de vue du fonctionnement cardiaque, elles sont moins intéressantes. Les n Le nœud septal, le septum, c'est le nom latin pour dire cloison. Donc c'est des cellules de la cloison interventriculaire. Elles fonctionnent pareil, mais elles sont moins intéressantes du point de vue fonctionnel. Donc on va prendre celles qui sont intéressantes du point de vue fonctionnel, les cellules sinusales du nœud sino-atrial. C'est elles qui vont nous intéresser parce que c'est elles qui font la contraction cardiaque, qui déclenchent la contraction cardiaque. Donc on n'est pas du tout dans tout le cœur, on est vraiment dans une portion très, très, très limitée du cœur. Donc toutes sont des cellules musculaires, hein. La seule différence, c'est que les myocytes ont beaucoup de cytosquelettes, on s'en doute parce qu'elles font la contraction. Et puis les cellules nodales, elles ont très peu de cytosquelettes parce qu'elles font en réalité l'activité électrique du cœur. Elles font le contrôle de la contraction. Donc elles dérivent de cellules initialement musculaires, donc elles ont le cytosquelette caractéristique, mais elles en ont pas beaucoup et c'est pas leur fonction essentielle. Elles ont une spécialisation par la membrane plasmique qui va leur permettre de faire un contrôle de la contraction. Donc en fait, c'est deux spécialisations différentes. Spécialisation par la membrane pour les cellules nodales, par le cytosquelette pour les myocytes cardiaques. Donc oublions les myocytes cardiaques pour le moment. Et comme on va essayer de savoir pourquoi est-ce que le cœur bat, on va essayer de montrer que ce sont les cellules nodales qui font ça. Donc ce qui est caractéristique d'un cœur, c'est que quand on l'extrait du thorax, il continue à battre. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une activité automatique. Pour qu'une activité soit considérée automatique, ça veut dire que vous coupez toutes les connexions nerveuses. Vous coupez toutes les connexions hormonales, c'est-à-dire la circulation. Alors il faut reperfuser avec de l'oxygène, du glucose, hein, mais vous extrayez de la circulation sanguine générale et la fonction continue. Donc typiquement, le battement cardiaque est une activité autonome. On peut sortir le cœur, il suffit de l'alimenter en oxygène et de l'alimenter en glucose, et vous pouvez le conserver pendant 4 heures avant de le greffer sur une personne. Par contre, la respiration, c'est pas le cas. La respiration, vous vous cassez la nuque, le nerf phrénique qui vient commander chaque respiration est coupé, ne fonctionne plus, et la respiration s'arrête. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention au cou quand vous faites des sports, quels qu'ils soient, parce que justement, c'est par là que passe la commande de la respiration, et si vous l'abîmez, eh bien, il faut un respirateur. Donc ça, c'est typiquement une activité qui n'est pas automatique, qui est sans cesse contrôlée par le système nerveux. Ouais, c'est un livre, mais on dit souvent qu'à la mort, il y a une sorte de délai d'image, le cerveau il fonctionne encore. Est-ce que c'est en lien avec l'automatisme ou pas? Ah non, pas du tout. Alors le cerveau, il n'est pas du tout automatique. C'est le temps de perfusion. Mais ça, c'est chaque fois que vous avez un arrêt cardiaque, pendant 4 minutes, il reste suffisamment d'oxygène sur l'hémoglobine pour que le cerveau continue à fonctionner à peu près normalement. Au-delà de 4 minutes, j'espère pour vous que quelqu'un aura démarré un massage cardiaque, parce que sinon les ennuis commencent. La quantité d'oxygène a été consommée, les neurones sont exclusivement aérobies, donc les séquelles démarrent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps. Si vous voyez que quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, vous lancez quelqu'un chercher le défibrillateur, mais vous démarrez le massage cardiaque. Vous n'avez que 4 minutes avant de démarrer un massage cardiaque. Donc pendant ces 4 minutes, on sort le téléphone, on le met en haut-parleur, on appelle le 15 et on démarre. Il ne faut surtout pas attendre. Et tant que vous êtes en massage cardiaque, c'est bon a priori. Donc il faut rester jusqu'à ce que les pompiers arrivent, ensuite c'est eux qui s'en occupent. Mais on peut faire 20 minutes de massage cardiaque.
Alors, il faut le faire généreusement. N'hésitez pas à casser une côte, hein, ça va être le cadet des soucis de la victime. Elle préfère ne pas avoir de séquelles et avoir une côte cassée, mais il faut y aller vraiment généreusement pour que, par pression, le sang reflue bien en direction du cerveau. Donc, n'hésitez pas à faire des formations parce que comme ça, il y a le mannequin et on voit la pression qu'il faut pour aller au cerveau. Et c'est souvent plus que ce que pensent spontanément les gens. Et puis, bien sûr, on garde en tête staying alive pour avoir le bon rythme. Parce qu'on se met toujours à ralentir, surtout s'il n'y a pas quelqu'un pour prendre le relais. Au bout d'un moment, on faiblit. Alors, pour montrer que tout le cœur n'est pas automatique, on a fait une expérience avec un cœur de rat qu'on a découpé en petits morceaux en disant bah, si c'est tout le cœur qui est automatique, même en petits morceaux, chaque morceau va se contracter. Et là, patatras, 99% des morceaux ne se contractent absolument pas. Il reste que 1% des morceaux qui se contractent, un petit bout dans l'oreillette droite et un petit bout au sommet de la cloison interventriculaire. Donc c'est ça qu'on a appelé le nœud sino-auriculaire, donc celui qui est dans l'oreillette droite, et le nœud septal, oh, je ne l'ai même pas mis, le nœud septal qui est au sommet de la cloison interventriculaire. Et donc, on va s'intéresser à ces morceaux qui se contractent spontanément. Alors, pourquoi est-ce qu'on va donner la priorité au nœud de l'oreillette droite par rapport au nœud septal? C'est que dans la situation réelle, le nœud sino-auriculaire, il contrôle le nœud septal. Donc, en fait, c'est lui qui va assurer la fonction. Le nœud septal n'a une fonction que si le nœud sino-auriculaire arrête de fonctionner. À ce moment-là, le nœud septal va continuer à faire des contractions du ventricule très lentes, mais qui peut éventuellement permettre de vous garder en vie. Mais normalement, c'est le nœud sino-auriculaire qui déclenche tout et qui contrôle le nœud septal. Donc nous, on va se focaliser sur le nœud sino-auriculaire. Donc là, il n'y a pas de complications expérimentales, c'est des grosses cellules. On peut descendre une électrode dedans. Donc c'est une cellule musculaire cardiaque, donc avec un noyau au centre. Alors avec du cytosquelette, mais pas beaucoup, hein. Ça se devine, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc là, pas de souci, vous pouvez descendre une électrode, l'enregistrer, le connecter à un voltmètre, et puis bien sûr, de l'autre côté, on met la masse dans la solution. Et là, surprise, sans la moindre stimulation, vous n'enregistrez pas du tout de potentiel de repos. D'emblée, vous avez une activité électrique. Et donc, c'est ça qui est caractéristique des cellules sinusales, c'est qu'elles sont une activité électrique spontanée. Pas le moindre stimulus, et elles se mettent à émettre des potentiels d'action. Donc ça, c'est complètement différent du neurone ou de la cellule squelettique. La cellule squelettique ou le neurone, bah, tant qu'on ne les stimule pas, on est au potentiel de repos, il ne se passe rien. Alors que là, il n'y en a pas. Bon, ça tombe bien, hein. On cherchait une activité automatique, donc on espérait avoir une activité soit mécanique, soit électrique qui soit automatique, et on voit qu'on a une activité électrique automatique. Cette cellule, spontanément, émet des potentiels d'action. C'est les cellules qu'on trouve dans l'oreillette droite. Il y a des cellules dans les cellules. En bas. Oui. Les traits, les cardiaques. Non, ça, c'est le cytosquelette pour montrer que c'est une cellule striée. Il n'y en a pas beaucoup, hein, puisque ce n'est pas un myocyte cardiaque classique, il y a un petit peu de cytosquelette, mais il n'y en a pas beaucoup. Une seule cellule, oui. Elle est relativement standard, hein, c'est pour un myocyte cardiaque, elle fait à peu près 100 micromètres, hein, comme les cellules qu'on a vues en TP. Elle a juste un petit peu moins de cytosquelette que celle qu'on a vue en TP. Mais a priori, elle avait rien d'extraordinaire, vu de l'extérieur. Par contre, dès que vous mettez une électrode, elle a quelque chose d'extraordinaire. Elle a une activité électrique spontanée. Donc ça, c'est rare. Il y a très peu de cellules qui ont une activité électrique spontanée. Donc on les connaît bien sûr dans l'oreillette droite du cœur, au sommet de la cloison interventriculaire du cœur, et puis quelques-unes dans le cerveau, notamment celles qui contrôlent les rythmes.
le rythme circadien, le rythme veille-sommeil, etc. On en connaît quelques-unes, quelques neurones qui ont une activité électrique spontanée. Sinon, c'est pas la règle normale. La règle normale, c'est un potentiel de repos et un stimulus qui déclenche une activité électrique. Donc bien sûr, ce qu'on va essayer de comprendre ici, c'est pourquoi il y a une activité électrique spontanée. Et puis on va aussi s'intéresser au motif qui est déclenché, puisque on retrouve un potentiel d'action, quelque chose qui est stéréotypé en amplitude et stéréotypé en durée. Ça va vous permettre de montrer que tous les potentiels d'action ne se ressemblent pas. Celui du neurone et de la cellule squelettique, c'est les mêmes. Donc on aurait pu extrapoler de façon hasardeuse et se dire, bah, un potentiel d'action, c'est toujours 3 millisecondes et on va toujours de moins 70 ou moins 80 à plus 20. Ben non, pas du tout. Quand on regarde la cellule sinusale, on a déclenchement d'un seuil vers moins 50 millivolts. On va souvent seulement vers 0. C'est rare qu'on aille, qu'il y ait une inversion de potentiel. Là, ils ont dessiné une petite, mais c'est plutôt rare. Ensuite, repolarisation, pas d'hyperpolarisation. Donc, on a juste 2 phases et pas 3. Dépolarisation, repolarisation. Mais surtout, et ça, il faut bien le dessiner, c'est l'échelle de temps qui change. C'est plus 3 millisecondes, c'est quasiment 300. Donc, le potentiel d'action est très proche des 250 millisecondes et non des 3 millisecondes. Donc, à bien avoir en tête, un potentiel d'action cardiaque, ça dure 100 fois plus longtemps qu'un potentiel d'action neuronale. Mais on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques. Donc ça veut dire qu'en termes de canal, je vais un peu chercher la même chose, mais avec des vitesses d'ouverture et de fermeture qui sont 100 fois plus lentes que ce que je connais dans le neurone. Mais il va falloir que je fasse le même travail. Qu'est-ce qui dépolarise? Qu'est-ce qui repolarise? Par contre, là, j'ai pas de problème pour l'hyperpolarisation, il y en a pas. Et puis bien sûr, pour cette cellule, ce qui est vraiment caractéristique, c'est qu'elle a pas de potentiel de repos. Dès que le potentiel d'action est fini, spontanément, elle se dépolarise et elle réatteint le seuil, ce qui fait qu'elle réémettra un nouveau potentiel d'action. Donc cette dépolarisation spontanée qui est à l'origine de l'apparition des potentiels d'action, on a appelé ça potentiel pacemaker, puisque c'est ça qui va faire le rythme, pace, du cœur. Ou les Français, ils préfèrent appeler ça potentiel entraîneur, mais je vous cache pas que c'est un peu ringard. Qu'est-ce que c'est la fréquence cardiaque? La fréquence cardiaque. Chaque fois que la cellule sinusale émet un potentiel d'action, le cœur se contracte. On démontrera ça dans le prochain. Donc ici, il y a une chose qui est variable, c'est la durée du potentiel pacemaker. On verra que ça, c'est variable et c'est ce qui fait que la fréquence cardiaque change. Par contre, après, c'est un potentiel d'action qui mérite son nom. Vous ne pouvez pas l'allonger ni le raccourcir. Dès que c'est démarré, c'est 250 millisecondes. Toujours. Et c'est toujours la même amplitude. Donc la seule chose qui peut varier sur ce schéma, c'est le potentiel pacemaker. Et donc il faudra qu'on démontre, on fera ça dans le prochain cours, que chaque potentiel d'action des cellules sinusales va se traduire par une contraction cardiaque. Et donc changer la fréquence d'émission des potentiels d'action de la cellule sinusale, c'est changer la fréquence de battement cardiaque. Mais ça, on gardera ça pour le prochain. Et donc, ils se sont intéressés d'abord au potentiel d'action, même travail que précédemment. La grande surprise, c'est qu'on a cherché naturellement des canaux sodiques du potentiel d'action et que ça, on n'en a jamais trouvé. Donc, ce n'est pas un potentiel d'action sodique, c'est un potentiel d'action calcique. Voyez mes mots techniques simples, c'est un cœur, c'est du calcium. C'est un neurone, c'est Na. Donc ici, on est sur un potentiel d'action calcique. Le modèle moléculaire est exactement le même que celui du canal sodique. Il y a quelques sous-unités en plus, mais sans intérêt pour nous, donc on fait sauter. Donc le même système, une hélice alpha chargée qui va pouvoir détecter les changements de polarité. Par contre, elle a beaucoup, beaucoup moins de charge que celle des canaux des neurones, même que le canal potassique. Donc très peu de charge, ce qui fait qu'elle change de conformation relativement difficilement, ce qui fait qu'elle met du temps, beaucoup de temps, avant que l'ensemble de la population des canaux soit ouvert. Elle a une boule,
mais qui ont très peu d'affinité pour la base du canal. Donc là aussi, ça met beaucoup de temps avant qu'il y ait une rencontre et une fixation entre la boule et le canal. Donc le temps d'inactivation est beaucoup, beaucoup plus lent. Donc on a le même processus, mais tout est plus lent, ce qui fait que le potentiel d'action va être lui aussi relativement lent. Pareil du côté du potassium, c'est un courant tardif, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tardif que dans le neurone, parce que là aussi, l'hélice 4 a très, très, très peu de charge. Donc le même modèle, si ce n'est que tout est plus lent, 100 fois plus lent, et qu'il faut mettre du calcium dans la première étape. Donc trouver un moyen mémotechnique pour bien se souvenir de la durée, c'est souvent là où il y a des erreurs, et ne pas mettre de sodium, bien mettre du calcium. Donc là, rien de nouveau, c'est pas très drôle. Donc on va s'amuser avec le potentiel pacemaker. Alors on cherche des canaux, a priori un petit peu bizarres. On a l'habitude des canaux qui s'ouvrent en réponse à une dépolarisation, les canaux du potentiel d'action. Maintenant, on cherche des canaux qui, quand on est revenu à moins 60 millivolts, s'ouvrent spontanément en créant une dépolarisation. Donc c'était tellement drôle, ces canaux bizarres, que les électrophysiologistes ont appelé ça les canaux funny. Bon, maintenant, ça se dit plus trop, ils ont été rebaptisés, c'est beaucoup moins drôle. Ils ont appelé ça canaux HCN. Donc nous, pour le moment, on va s'intéresser juste au H, canaux ouverts par l'hyperpolarisation. Beaucoup moins drôle comme nom. Donc la caractéristique de ces canaux, c'est que pour déclencher leur ouverture, il ne fallait pas dépolariser, il fallait au contraire hyperpolariser, il fallait passer en dessous des 50 millivolts, et en particulier, il faut atteindre les 60 millivolts pour déclencher l'ouverture de ces canaux. Donc ça, c'était très nouveau. À l'époque, on ne connaissait que des canaux ouverts par la dépolarisation, et donc on a découvert des canaux ouverts par l'hyperpolarisation. Vous voyez que tout est relatif, moins 60 millivolts, pour déclencher leur ouverture. Donc ça, c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on connaît habituellement. Donc évidemment, en termes de relation structure-fonction du canal, on s'attendait à autre chose. En termes de spécificité, ce sont des canaux sodiques. On attendait bien sûr un cation, puisque si à moins 60 millivolts, vous ouvrez des canaux potassiques, comme le potentiel d'équilibre des ions potassium est en dessous, vous auriez descendu. Vous n'auriez pas dépolarisé, vous auriez vraiment encore plus hyperpolarisé. Donc ça ne pouvait pas être des canaux potassiques, mais ça pouvait être des calciques, pourquoi pas. Si on ouvre des canaux sodiques ou des canaux calciques, comme leur potentiel d'équilibre est tout là-haut, évidemment, ils vont rentrer et ils vont dépolariser. Donc on a vérifié que c'était bien des canaux calciques, et ça, ils ont fait ça comment? Des canaux sodiques. Comment vous faites pour être sûr que c'est des canaux sodiques? Exactement. Donc on se met à moins 60 millivolts pour déclencher l'ouverture, on vérifie qu'il s'ouvre bien, on garde le même canal, on touche à rien. On se met au potentiel d'équilibre des ions sodium. Alors il faut passer à 60 millivolts pour les ouvrir, tout de suite remonter à 50 pour être au potentiel d'équilibre des ions sodiques, et le courant qui avait commencé à apparaître disparaît. Et donc forcément, on sait que puisqu'on vient de réussir à faire disparaître ce courant, eh bien on a effectivement que des ions sodium qui passent à travers le canal. On a la même chose qu'avant ou On est dans les cellules de l'oreillette droite. Avant quoi? c'est plus pareil, même si c'est juste médicament. Le potentiel d'action. Là, on est ici. On est sur le potentiel pacemaker. Le potentiel pacemaker fait intervenir des canaux HCN sodiques qui vont permettre de dépolariser, d'atteindre un seuil. Une fois qu'on est sur le seuil, ouverture de canaux calciques qui s'ouvrent, puis qui s'inactivent, puis ouverture de canaux potassiques, et on revient à moins 60. Mais comme on est revenu à moins 60, les canaux HCN s'ouvrent et on est reparti pour un tour. Donc, séparez-les bien. D'abord les canaux HCN, la phase qui est notée 1, phase notée 2, canaux calciques, phase notée 3, canaux potassiques. Et donc les canaux calciques et potassiques, eux, ils fonctionnent toujours de façon stéréotypée, pour ça qu'on a un potentiel d'action, mais les canaux HCN seront contrôlables, et donc on justifiera le CN pour montrer qu'ils peuvent être contrôlés, et que donc le potentiel pacemaker peut être allongé ou raccourci. Donc n'hésitez pas à relire tout ça pour poser des questions éventuellement.